Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Bon, parlons peu, parlons bien. C'est parti. Aujourd'hui, on reçoit Erwan Aline. On vous fait même pas d'intro, c'est comme ça. Direct, tu te trompes. Non, mais ça fait une heure. En fait, ça fait une heure qu'on discute. On est posé depuis 10 minutes, on parle. Donc aujourd'hui, on est avec Erwan qui va, pour une fois, parler de lui, parce qu'Erwan a un podcast ou avait un podcast. Oui, exactement. Où il écoutait l'histoire des autres, mais on n'a jamais eu la tienne. J'ai plutôt l'habitude d'écouter les gens. Voilà, donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu vas parler, tu vas nous dire ce que tu fais. Okay. En vrac, ce que j'ai dans ma tête, c'est que tu vis en partie de ton immobilier depuis quelques temps. Oui. Tu as géré des agences immobilières. Oui. Pendant quelques années. 6 ans. Plusieurs, pendant 6 ans. Tu es en train de créer un réseau de mandataires immobiliers. Oui. Tu as rencontré Oussama Hamar. Et oui. On accroche ou pas avec le bonhomme, c'est quand même c'est une bonne expérience, je pense. C'est une expérience, et puis le voir en vrai, discuter avec lui. Et moi, j'ai l'impression que tu es libre. Libre de ouf. Tu as une marque de sel. Une marque de sel. Tu as une marque de sel, voilà. Tu as une marque de sel, je sais pas où ça en est, il faudrait que tu me dises, j'avais complètement oublié ça. Et tu as encore découvert tout à l'heure des choses que je t'ai racontées sur ouais. la vie d'avant. Ta copine est très active sur TikTok et Instagram. Vous faites un bout de l'aventure ensemble. Ouais. Tu auras peut-être des trucs à nous dire là-dessus. Complètement. C'est un podcast qui va durer 7-8 heures. Voilà, trop bien. Vers 18h, il faut qu'on libère pour les entraînements des sportifs. Et j'ai bateau. Ah bah t'as bateau, voilà, nickel. Je te laisse te présenter déjà, dire un peu. Eh ben écoutez, bonjour à tous. Déjà merci de me recevoir. Avec trop cool d'être là. Pour une fois que c'est moi qui te reçois, parce que le premier podcast que j'ai fait, c'est toi qui m'as reçu. Mais c'est un joli symbole, parce que notre podcast avec Amaury, que j'ai eu grand plaisir à animer avec lui pendant 1 an et demi, on va dire. T'étais le premier, donc c'est trop cool d'être là. Donc je m'appelle Erwan Alain, j'ai 36 ans, je crois. Je pense qu'il y a une erreur au niveau de la compta, là, j'y crois toujours pas que j'ai 36 ans. Et effectivement, je fais de l'investissement immobilier. Je me suis occupé de 3 agences immobilières, j'étais associé. J'ai vendu des fenêtres. Tu as vendu des fenêtres ? Dès l'âge de 18 ans. Mon initiation commerciale, qui est, je pense, une des meilleures initiations, était de vendre des fenêtres et des placards, entre 18 et 28 ans. Donc en termes de formation, c'était incroyable. Et aujourd'hui, oui, je suis en pleine création d'un réseau de mandataires qui se veut clairement différenciant, mais je pense qu'on en parlera un petit peu, trop stylé. Exactement. Un petit peu plus tard. Si on prend le début pour l'aventure plus immobilière, finance, comment t'es tombé dedans ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as comme patrimoine ? Je ne sais pas si tu veux donner des chiffres ou autre, mais... Ouais, alors déjà, en termes de comment ce goût de l'immobilier m'est venu, il a commencé, pas grâce à moi, mais grâce à mon père, dès l'âge de 13 ans. À 13 ans, mon père achète, dans notre village où on habitait, à Bas-sur-Mer, pas loin d'ici, il achète un immeuble où il y avait la possibilité de faire 4 appartements. Dans cet immeuble, il y a beaucoup de travaux, donc il fait des travaux. Avec toi le week-end, c'est ça ? Ouais, c'est-à-dire que je commence déjà... Il me dit, tu veux gagner de l'argent, tu viens, tu vas venir casser des murs avec nous. Nickel. Donc j'avais 13 ans, tu sais, ceux qui ont fait des travaux et notamment casser de la brique, le soir, tu te mouches. Tu mouches rouge, ouais. Tu mouches rouge, voilà. J'ai connu ça à 13 ans, mais c'était trop cool. Et puis, ça me faisait un peu d'argent de poche. Et ça m'intéressait. Et très vite, mon père, et notre père, parce que j'ai un frère jumeau, et on s'est suivis tout le temps, il a fait la même chose, nous a expliqué tout de suite le montage financier. Alors, avec des mots d'enfant. Pour les plus jeunes. Voilà, les gars, j'achète cet immeuble. Dans cet immeuble, il y a des gens qui vont habiter. Les impôts vont en prendre 40%. Oui, ça, c'était 9 ans après. Parce qu'il n'y avait plus de déficit à faire, ni de déduction. Voilà, les locataires vont me donner de l'argent. Je vais prendre l'argent des locataires, je vais le donner à la banque pour les rembourser au fur et à mesure. Et dans 15 ans, parce que forcément, il y a eu des erreurs de fait à l'époque, mais ça m'a permis de pas refaire les mêmes. Et dans 15 ans, cet immeuble sera à moi. Payé par les locataires. Payé par les locataires. Trop bien. Voilà, donc à l'âge de 13 ans, j'ai vite compris.
Ce qui fait que dès mes 18 ans, je commence à regarder non pas les annonces pour les voitures, mais je regarde les annonces directement pour les appartements. Dès que tu as commencé à bosser, c'est ça? Dès que j'ai commencé à bosser. Et donc j'ai tout de suite gagné de l'argent, mis de l'argent de côté, très peu dépensier. Et j'achète ma première résidence principale à l'âge de 20 ans. J'achète un grand hangar, un garage sur la commune de Saint-Nazaire, sur la partie de Saint-Marc. 170 mètres carrés, je fais 1 an de travaux. À l'époque, ça vaut pas grand-chose là-bas, non? Ça vaut pas grand-chose, énormément de travaux. C'est-à-dire qu'il y a maintenant 15 ans, je pense. Ouais, c'est ça, 15 ans. Je pars sur une enveloppe travaux de 200 000 €. Donc pour l'époque, c'est beaucoup d'argent. C'est un équivalent de 400 aujourd'hui, je pense clairement. Je ne passe pas par la case locataire, c'est-à-dire que j'étais chez mes parents, bien chez mes parents. Ouais, tu pars, tu es direct propriétaire. Je deviens propriétaire directement. Et tu empruntes avec le boulot que tu as, ça ou... J'emprunte avec le boulot que j'ai, je peux largement le faire, ça se passe très bien. Et c'est ma première opération immobilière, et puis après c'était parti. Et j'ai très vite compris qu'on pouvait gagner beaucoup plus d'argent par soit la rotation immobilière ou le fait de garder un bien immobilier qu'en se levant tous les matins. Voilà. C'est sûr. Ça, quand tu dis rotation, tu parles quoi, de revente? Achat-revente, que ça soit une résidence principale, le fait de s'en séparer, effectivement on peut gagner de l'argent et faire de la plus-value, ou ne serait-ce que de faire une opération de marchand de biens et d'acheter dans une SCI, d'acheter, ça arrive, on achète un bien et puis on arbitre et on le revend, on se rend compte qu'on peut très facilement gagner de l'argent. Donc ça, je le comprends très vite. Ce qui fait que j'ai tout de suite ce goût de l'immobilier. Et je m'intéresse un peu plus tard à la fiscalité. Parce qu'il y a 15 ans, la fiscalité, on n'en parlait pas des masses. Je ne sais pas si toi, ça te... Ouais, je sais pas, quand on débute dans la vie, ça ne nous parle pas trop. Ouais, les impôts, c'est un sujet des parents. Déjà, je crois que j'ai compris, je me suis renseigné par moi-même, j'ai été chercher des informations sur comment fonctionne l'impôt sur le revenu. Qu'on devrait tous connaître sur le bout des doigts. Je l'ai appris, je pense, à 25-26 ans, pas avant. Ouais, bon, vu qu'on l'apprend pas à l'école. Avant, je pense que je faisais partie de ces gens qui disaient quand on gagne plus d'argent, on paye plus d'impôts. Et est-ce que ça vaut le coup d'être augmenté parce que alors que c'est une des conneries les plus importantes qu'on puisse dire. Je pense que j'avais peut-être ce niveau de formation à ce moment-là. Bon, quand j'ai acheté mon premier bien, les impôts, ça me parlait pas. Je savais même pas qu'il fallait en faire. Enfin, déclaré, j'en savais rien. Mon père me disait oui, pense aux impôts. Je disais oui, mais c'est bon, les impôts. Ça va bien se passer. Moi, j'en ai jamais payé, j'en paierai pas. Juste par les gens pensent que, surtout en investissement locatif, vraiment le niveau le plus bas, c'est j'ai 500 € de crédit, 500 € de loyer, ça fait 0, je paye pas d'impôts. Non, ça, vous le sortez de votre tête. Ça, il y a 500 € de loyer, moins les impôts. Je vous invite à aller voir la JM Academy. Ouais, c'est ça, exactement. Venez nous voir. Ils ont une très bonne formation et ils vous expliqueront tout dans les détails. Mais voilà, il y a tellement de fausses croyances et un niveau de formation sur la fiscalité en France. Je sais pas pourquoi on n'apprend pas ça à l'école d'ailleurs. Parce que au moins un minimum, quoi. Je pense tout simplement parce que si on pouvait, est-ce que l'État a vraiment intérêt à ce qu'on comprenne comment ça fonctionne? Alors, non, mais qu'on comprenne à optimiser, peut-être pas, mais qu'on apprenne au moins aux lycéens ou aux étudiants à déclarer leur... parce que oui, mais... T'arrives, on dit fais ta déclaration d'impôt, au début tu te connectes. Alors oui, il y a des tutos, mais t'as vu, c'est écrit en... Enfin, il faut des loupes pour les lire, ça fait 800 lignes, tu comprends rien. Ouais, mais je pense que de savoir comment le faire et pourquoi on déclare de cette manière, c'est déjà commencer à s'y intéresser et à comprendre comment ça fonctionne et comment... En fait, comment optimiser les choses sans vouloir réduire de manière drastique son impôt, c'est pas forcément le sujet, mais au moins de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est quand même... moi, ça me fascine, mais oui, tu as raison. Qu'on ne l'apprenne pas, il y a sûrement cette espèce d'optimisation de facturer le plus possible aux habitants, quoi. Oui. Et là, on a la tondeuse qui passe. Et là, on a la tondeuse, parce que nous sommes à la campagne. C'est pour ça qu'on n'est pas dehors, d'ailleurs, sinon on aurait été au soleil. Non, mais je crois que les micros filtrent relativement bien. Et du coup, après cette RP, tu as enchaîné d'autres biens? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, alors en parallèle, au niveau familial, on a fait de l'investissement via une SCI. Ouais. Donc ça, on l'a fait en corrélation avec une société commerciale. Au sein de la famille, on a une menuiserie. Et donc, tout ce qui était locaux, en général, on les achetait via la SCI. Okay.
et la société d'exploitation louée à la SCI. Schéma classique. Ouais, schéma classique. ouais, T'as une société qui génère du cash, tu mets tout le cash dans l'immobilier. Exactement. Un peu dans la poche et beaucoup dans l'immobilier, et ça permet de faire vivre la Ouais, famille après. ou même très souvent sans apport, mais au moins quitte à verser un loyer à quelqu'un, autant que ça soit à nous. Oui, ouais, c'est ça. En fait, oui, c'est c'est plutôt. ouais. C'est pas forcément, surtout dans des menuiseries où il n'y a pas trop d'excédent de trésorerie en général. C'est des. Au prix où ils nous font payer les fenêtres, là on étudiera un bilan ensemble si tu veux. Putain, au prix où on paye les fenêtres, il n'y a pas de trésorerie. Mais non, mais en fait, c'est pas le schéma société d'exploitation excédentaire. Je fais redescendre, je remonte dans une holding, je redescends dans la SCI et j'investis avec cet argent. Là, c'est vraiment se dire, ok, quoi qu'il arrive, je veux me positionner dans cette ville, je veux un point de chute dans cette ville. Ma société d'exploitation va verser un loyer à un propriétaire. Tant qu'à faire, je sois ce propriétaire. Ouais, puis c'est bien, le jour où tu revends la boîte de menuiserie, il te reste au moins les murs qui te rapportent un loyer. Mais vraiment le schéma classique à l'ancienne de l'entrepreneur des années 80. Voilà. Donc j'ai participé à ces investissements-là. Et puis après, à partir de, je dirais, 26-27 ans, j'ai commencé à faire de l'investissement, vraiment à chercher du cash flow positif. Ouais. Et d'aller chercher vraiment des dysfonctionnements de marché. J'en ai identifié 2 et en fait j'y suis allé à fond. C'était quoi, des apparts Je n'ai aucun bien, je réfléchis en même temps, en copropriété. T'as bien raison. Aucun. Pourquoi ? Parce que j'estime que déjà investir en immobilier, c'est être dépendant de la demande et du marché. Ouais. Donc déjà, alors on peut maîtriser un maximum de choses, on peut... ça, c'est tout à fait faisable, mais je trouve que de déléguer des fois des responsabilités, j'aime bien en limiter le minimum. Donc déjà, je la délègue au marché, parce que s'il n'y a plus de marché, je ne peux plus louer. Donc de déléguer des décisions à une copropriété avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, ça m'embête. Donc je me suis toujours arrangé pour ne pas être en copropriété. Et on peut trouver des petits biens, pas cher, tout petits biens, pas chers. Il y a des villes qui ont un parc immobilier qui propose ça. Une que j'adore, c'est Châteaubriand, qui n'est pas loin d'ici. Si vous vous baladez dans les rues, vous voyez qu'il y a plein de petites maisons. Mais tu peux pas louer là-bas, il n'y a pas de locataire. Mais c'est ce qui paraît. Je n'ai jamais eu de vacances locatives. Ouais, ça ne m'étonne pas. Voilà. Pour moi, Châteaubriand est une des villes les plus attractives et qui représente le meilleur le meilleur ratio risque-rendement. Mieux que Redon. Je ne sais pas si tu as regardé Redon. Je l'ai pas étudié suffisamment. Parce que c'est vrai que Redon, j'ai fait mon lycée là-bas et je me suis toujours dit, un jour, il faudrait acheter un œil pour l'investissement, il y a peut-être des trucs à faire. Puis en fait, le temps passe vite, j'ai eu d'autres opportunités ailleurs et vu qu'on est... on rate toujours les trucs qui sont sous notre nez, je suis allé voir à 300 km plutôt que d'aller voir à 20 bornes d'ici. Mais... Ouais, moi alors, à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé les vidéos sur YouTube... Van Gaen, Darwin, les premiers. Il y en a que je pense que tu les as toutes vues. Je les connais par cœur. Ah, pareil. Je les connais par cœur. Je dormais. De toute façon, quand il y a un sujet qui m'intéresse, j'ai tendance à aller vraiment au bout du bout. Donc je les connaissais par cœur. Donc moi, à l'époque, j'habitais le Pouillien. Je me suis dit, tiens, il y a une ville comme Saint-Nazaire qui peut être intéressante. J'ai vite compris que Saint-Nazaire, c'était déjà un peu tard, le moment où je m'y suis intéressé. Ouais, alors finalement... Il y avait déjà eu une petite hype sur cette ville. Ouais. C'était peut-être un peu trop visible et lisible par tout le monde. Donc, après, c'est un peu tard sur le coup, mais 10 ans après, tu te dis que finalement, ça aurait été bien. Quoi. Tout dépend, parce que moi, j'ai toujours cherché... À ce moment-là, je cherchais le cash flow. Ouais. Donc, qui dit cash flow, il fallait au minimum du 10% de renta brute, c'était le grand minimum. Donc là, je dis, à l'instant T, la ville ne me le propose pas. Et j'ai vraiment très très bête, j'ai pris une carte et j'ai regardé là où il y a le plus de densité et j'ai dit c'est vrai qu'il y a Châteaubriand. Je passe un coup de fil à un agent immobilier, c'est un match direct au téléphone, je sais comment lui parler tout de suite parce que je suis agent immobilier et je sais ce que j'ai envie. À ce moment-là, tu es déjà agent immobilier ? Oui, vraiment tout juste, où c'était le tout début et je connais ses problématiques. Et je lui dis écoute, ça a l'air de bien passer, on va se voir une fois. Tu seras mon seul interlocuteur sur Châteaubriand. Je veux que tu sois mes yeux et mes oreilles. Quand tu m'appelles pour me proposer un truc, dans le quart d'heure, je te réponds. Ça, c'est les meilleurs conseils que tu peux donner pour parler à un agent, d'ailleurs. Exactement. Ça fait partie des questions que je voulais te poser. Une fois que j'ai visité un truc, à la sortie de la visite, je te dis oui, je te dis non. Voilà. Mais au moins, tu sais où tu vas. Et tu as carte blanche. Tu peux aller à la concurrence, tu peux aller chez les notaires. J'irai pas en direct. Voilà, à toi de jouer. Donc il avait les clés du camion
Et en fait, moi, il fallait que je valide mon secteur pour être sûr que j'allais investir dans un endroit qui était rentable et où il y allait avoir de la demande. Et j'ai fait un truc mais d'une simplicité. Je suis arrivé dans la ville pour me balader, un peu sentir un peu l'atmosphère. Et en fait, j'ai vu un Décathlon tout neuf. Il y a un Décathlon à Châteaubriand. Et oui. Putain, je savais pas. Incroyable. Un McDo. Ouais, bon, là, c'est bon, t'es Et action. depuis, il y a un Burger King, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire, j'ai même pas fait de fausse annonce. Du coup, j'ai dit, ok, bah. Ouais, il y a de la demande. Serre-toi de la force des gens plus forts que toi. Ouais. L'étude de marché, ils l'ont faite. Globalement, tu as la même clientèle qu'eux. Go. Voilà. Puis ça a payé du coup. Ah oui, oui. Et la réflexion était aussi simple que ça. Et puis j'en ai acheté 4 sur Châteaubriand. Et puis voilà. Et puis après. Tu les as revendus depuis? Je suis en plein arbitrage. J'en ai revendu 2. Là, il y en a un sous promesse d'ailleurs avec Loni. Donc là, j'arbitre en fonction des rentabilités. Quand je commence à voir que le prix de vente est un peu trop important par rapport à la rentabilité. Ouais, tu vires. Ouais. Okay. En fait, je me dis si si ma plus-value représente 5 ans de loyer, autant prendre l'argent. Ouais, et puis les remettre dans un endroit où ils seront mieux. Ouais. Exactement. En fait, je suis vraiment. J'ai un peu pris cette habitude d'arbitrage annuel. Tous les ans, tu refais un check. Ouais, j'aime bien. J'aime bien savoir où on en est. De se dire, bon allez, un peu comme des lignes, tu vois, des lignes d'action que tu possèdes. Ah bah tiens, là on en est là, ok, on garde, on vend. Mais on fait vivre un peu comme ça. Ah, c'est bien de faire ça. Moi, j'ai acheté mes biens en me disant que je les revendrais jamais. Bah, et finalement, là, j'en reviens un peu, j'en ai revendu quelques-uns, j'en ai mis d'autres en vente. Bon, la période est quand même pas folle pour vendre, surtout que moi j'ai acheté dans des villes moins cotées que Châteaubriand encore, tu vois. Oui, mais après, je pense que quand on fait du LMNP, on ne peut pas se permettre de se dire ça. Parce que ne serait-ce que la fiscalité fait qu'une fois que l'amortissement comptable est fini. Ouais, mais moi au début quand j'ai acheté, j'ai pas réfléchi comme ça. Moi j'ai réfléchi, j'accumule et puis je vendrai jamais et puis ça me fera 500 000 € par mois un jour et trop bien quoi. Le choix de la fiscalité aujourd'hui est beaucoup trop important. C'est-à-dire qu'en fait la fiscalité ne vous fera jamais une opération non intéressante ne deviendra jamais intéressante grâce à la fiscalité. Ça c'est sûr. Par contre, une opération intéressante, si vous viandez sur la fiscalité, peut devenir une opération de merde. Ouais, ça, donc en fait, il n'y a rien à gagner avec la fiscalité, il y a tout à perdre. Donc il faut quand même, quoi qu'il arrive, s'y intéresser. Il y a tellement d'erreurs qui sont faisables. Bah, on parlait... Tu vois, non, mais il y a des trucs tout bêtes. Je sais plus, j'ai eu un gars au téléphone l'autre jour, il déclare... il a un truc en nu, il déclare au réel. Non, il déclare pas au réel, il déclare en micro foncier. Tu fais un papier, il gagnait 500 ou 600 balles dans l'année déjà d'impôt. Ouais, et puis... Une case à remplir, hein, c'est ouf. Ça, et puis les croyances qu'on avait, j'ai pris un crédit sur 10 ou 15 ans parce que comme ça, je serai plus vite propriétaire, alors qu'en fait, on se limite. Après, tu te limites pour enchaîner tout de suite, mais tu t'amortis plus vite. Après, il y a débat sur tous ces trucs-là. Tout dépend, en fait. Tout dépend de la situation, des biens, des plus-values. Ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Il y a quand même une solution. Il y a quand même un schéma qui rentre dans 90% des cas, qui reste pour moi le LMNP, emprunté sur 20 ou 25 ans, voilà, le plus possible, 110%, etc. C'est quand même le schéma idéal, quoi qu'il arrive, si on veut investir dupliqué. Après, il y a des fois où il faut réfléchir autrement et envisager la fiscalité peut-être différemment via une SCI ou autre. Moi, je suis comme dans une phase où j'ai envie de dégager tous les logements, me rapprocher d'ici. Tu parles trop avec Emery Cameline. Ouais, non, mais après, moi, ça. Mais je suis pareil. Mais attends. Puis le nombre de gars à qui j'ai parlé, qui me disent gros investisseurs avec des patrimoines qui se comptent en dizaines, voire centaines de millions d'euros, qui disent ouais, logement, tu te fais chier, laisse tomber, ça sert à rien la gestion. Je te dis ouais, mais non, vous êtes des vieux boomers, vous avez rien compris. En fait, là, j'ai récupéré un immeuble de 11 logements en gestion indirecte. Je sais pas, je dois avoir 8 boulets dedans. Ils ont besoin de parler. Enfin, l'autre jour, j'ai un message, le radiateur est tombé, tu vois. Je dis, c'est bizarre, genre il est tombé tout seul. Ouais, alors en fait, non, parce que j'ai voulu accrocher un truc et je suis tombé, je me suis accroché dessus, c'est bizarre. Et tous les jours, il y a un truc, tu as envie de dire, putain, les locataires... Mon avis sur ça, et je pense que c'est ce qui est important de dire aux gens, c'est que l'immobilier d'habitation, c'est très bien pour débuter. Pour moi, c'est l'essence. Par contre, oui, pour débuter, incroyable. Moi, je le vois comme une rampe de lancement, mais à titre personnel, je pense sincèrement que ma stratégie, dans ma vision idéale, c'est que dans les 3 à 4 ans, je n'ai plus d'immobilier d'habitation pour switcher sur immobilier commercial et action à dividende.
Ouais, pareil. Ça, c'est vraiment mon schéma. Mais je ne pourrais pas avoir cette discussion-là si je n'avais pas fait cet immobilier d'habitation. C'est sûr. Donc, il y a quelques années, je pensais aussi, et en fait, à terme, je me rends compte qu'il y a quand même un entretien des logements qui est La au-delà. vétusté des logements et tout. D'où l'intérêt de revendre, tu vois. Moi, c'est vrai La que rotation, elle est importante. la rotation, elle est importante. Garder un truc 4, 5, 7 ans maximum, après le revendre. Ouais. Les travaux qui arrivent dans 10 ans, c'est le problème de quelqu'un d'autre. Ça tourne, tu fais rentrer de l'argent. Les connaissances que tu as acquis au fil du temps, tu les remets dans des biens plus rentables, plus optimisés, moins chronophages. Où on ventile, en fait, où on ventile aussi on arbitre aussi son patrimoine. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'ai vraiment cherché très très fort le cash flow. Ouais. Et en fait, je pense qu'avec le temps, on va intégrer un autre bien qui va être plus un bien patrimonial. Avec une plus-value. Avec une plus-value. À terme. Et en fait, on va réfléchir un peu en arbitrage et de dire, tiens, Châteaubriand, c'est bien beau, mais est-ce que je ne vais pas rajouter une autre ville pour diversifier mon risque géographique? Parce que demain, je ne sais plus quelle ville en France avait, je sais plus, il y avait une centrale où il y avait comme du goudron qui était tombé du ciel parce que ça avait explosé. Tu te retrouves quand tu es face à des choses comme ça, tu as beau avoir fait tous les business plans du monde, tu as beau avoir des locataires en place, des fois tu peux avoir des événements extérieurs qui vont venir un peu plomber le marché de 20 à 30% pendant quelques années. Donc, il faut du temps pour s'en remettre. Arbitrer sur une géographie et d'aller chercher une autre ville à un moment donné, ça peut être intéressant. Par contre, quand on n'a que 2 biens, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Voilà, donc en fait, comme toujours, je pense que il n'y a pas de règles précises, tout est nuancé. Il faut que ça corresponde à votre stratégie et aussi ce qu'on souhaite faire et le temps qu'on veut y passer. Parce qu'en fait, il y a ça aussi. Quand on commence à avoir des biens un petit peu vétustes, le téléphone sonne un petit peu plus... Ça peut vite prendre plus de temps, d'où l'intérêt de tourner. On est d'accord. Ça, c'est clair. Mais moi, commerce, là, j'ai hâte de... Commerce, opération de marchand de biens, moins de locataires, ça sera très bien. Ouais. Mais ça va arriver là dans les... Mais en fait, quand tu regardes tous les investisseurs immobiliers qui ont une 60aine d'années... Ils ont viré tous les logements normalement. Sauf Gilles Grimm, mais... Ils en ont plus un. Quoique Gilles Grimm, je ne sais même pas s'il Donc à un moment donné, on n'est pas... Vous l'avez pas vu, Gilles Grimm, pour un podcast, non? Non. Mais c'est le seul que vous n'avez pas eu, quoi. Il y en avait quelques... On n'a pas eu Yann Darwin. On n'a pas eu Christopher Wangen. Mais on en a eu des très très bien. Ouais, on a eu des très... Et puis surtout, on a eu des très belles surprises, des très belles rencontres. Regarde, toi déjà, c'était trop cool. Et en fait, il n'y a aucun lien entre les gens qui ont vu les épisodes, si la personne était connue ou pas connue, entre le nombre de vues, s'ils ont aimé, pas aimé. En fait, avant Oussama Mart, c'est le podcast qu'on m'a le plus parlé. Ça, c'est ouf. Tu vois, sorti de nulle part. Sorti de nulle part dans un bateau avec des micros éclatés. C'est vrai qu'on va passer le micro, on avait froid. Il faisait froid, c'est vrai. Là, pour une fois, on enregistre, il fait bon, il fait chaud, on est bien. C'est parfait. On est à l'abri. C'est parfait. Bon, trop bien. Bon, il faut que tu me files les meilleurs conseils. Enfin, t'as géré 3 agences immobilières. Ouais. Comment tu te retrouves à gérer les agences immobilières après avoir vendu des fenêtres? En fait, j'ai commencé... Parce qu'il y a quand même un truc qui a dû se passer. Tu t'es pas retrouvé d'un coup à gestionnaire d'agence, non? Non, alors comment ça s'est passé? J'ai 18 ans, j'ai des aptitudes à l'école, mais je ne suis pas travailleur du tout à l'école parce que ça m'ennuie. Ouais. Donc jusqu'en 3e, ça se passe très bien. Et au lycée, c'est une catastrophe parce qu'apparemment, il faut travailler. Ça me parle, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est-à-dire que toute ma scolarité, j'arrivais dans le bus, c'était « Bonjour, t'as fait tes maths ». Et je faisais les maths dans le bus, quoi. Jamais... Ah oui, tu recopies sur le copain. Voilà. Classique. Donc, j'ai très vite voulu travailler. Mon père, à ce moment-là, rachète une menuiserie. Je vais un peu montrer ma tête là-bas et puis écouter. Et puis, il y a des formations, donc j'écoute. Et puis, très vite, je me rends compte que j'ai envie de faire ça. Donc vendre des trucs, ça? Ouais, et bosser, en fait. Ouais. J'ai passé ma scolarité vraiment à regarder l'horloge au-dessus du tableau. Vraiment, c'était très long. Et là, du jour au lendemain, je voyais les journées qui défilaient, ça n'arrêtait pas, il se passait plein de trucs. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et en fait, je m'ennuyais un peu, donc j'allais distribuer des flyers. Et un jour, il y a quelqu'un qui appelle et qui dit, bonjour, j'ai eu un flyer. Et mon père me dit, écoute, c'est ton travail, tu te débrouilles. Maintenant, voilà l'argumentaire commercial, voilà le tarif. Pour lui vendre des fenêtres? Là, c'était un Storban. Ok. Et bref, j'y vais et je suis en concurrence en plus avec quelqu'un qui était là depuis 30 ans. Et je reviens avec le bon de commande, je dis, tiens, il faut le commander maintenant. On refait une deuxième fois avec un autre produit, des placards sur mesure.
Parce qu'en plus, ça m'amusait, c'était de l'informatique, donc moi j'étais content, je faisais des dessins, je ne savais pas comment mais ça m'amusait. Pareil, c'était un placard à 6 500 €, donc pour l'époque, c'était pas mal. Ça va. Je reviens, et puis il me dit, bon, on va peut-être faire quelque chose de toi. Et en fait, j'ai dit, bah moi, je veux travailler ici, j'adore, et voilà. Donc là, c'est en famille, c'est ça? Ouais, c'était Ok. en famille. Donc mon frère jumeau nous rejoint aussi, il fait la même chose, et puis c'était parti. Et au bout d'un moment, j'avais envie de voir un peu ce qui se passait ailleurs. Fils du patron, c'est bien, mais quoi qu'il arrive, bah, Ouais, je connais. Ouais. c'est un poste où quoi qu'il arrive, bah, tu n'es jamais traité comme tout le monde, Ouais. dans le positif comme dans le négatif. Les gens ont trop facilement tendance à dire que c'est dans le négatif. Non, il y a, Non, c'est c'est bon, il y a des- beaucoup de c'est-à-dire positifs. Hein. qu'il y a aussi il y a des fournisseurs qui ont la sensation que même à 18 ans, sans toi, la boîte, elle tourne pas, alors que c'est complètement faux. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, tu n'es pas jugé de manière traditionnelle. Ça, c'est aucun doute là-dessus, ouais. Ça, c'est une certitude. Et donc, j'aimais bien des fois quand j'arrivais dans des nouveaux groupes d'amis ou de rencontres, tu vois, j'aimais bien ce côté un peu vierge de tout, où les gens ne te connaissent pas, savent pas Ouais. qui t'es, et te découvrent pour la personne que tu es à l'instant T, tu vois. Oui, pas pour le. Sans a ouais. priori du passé, sans quoi que ce soit, tu vois. Et ça, je trouvais ça assez cool. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien que j'aille voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et donc je quitte la société, et puis j'ai ma cousine qui me dit, écoute, j'ai mon patron qui a une agence, qui a 2 agences, qui voudrait pourquoi pas te rencontrer, je vais parler de toi. Je dis, bah écoute, pourquoi pas, je dis, mais j'ai peut-être d'autres idées, donc je veux bien le voir, mais à mon avis, ça sera non. Et bref, on se rencontre, et puis ça se passe très bien. Il me dit, voilà, moi je vais ouvrir une agence au Pouillin. Je n'ai pas forcément de date, mais peut-être que notre rencontre fait que ça va se faire plus vite que prévu, et voilà. Et une semaine après, on commençait à chercher le local, et c'était parti. Trop bien. Voilà. Là, tu te retrouves agent immobilier. Je me retrouve agent immobilier, et puis du coup, responsable d'une agence immobilière. On en ouvre une deuxième sur le Croisic 2-3 ans après. Et je prends aussi la responsabilité d'une autre qui était sur la Baule. Et voilà, je me retrouve agent immobilier, métier passionnant. Nickel. Euh, T'as appris tout quoi sur le terrain? Ouais, alors déjà, le métier de commercial, je le connaissais. Parce que quand tu vas vendre des fenêtres, Ouais, tu rentres dans l'intimité des gens. Et en fait, vendre des fenêtres, c'est des découvertes acquéreurs, c'est des découvertes, tu vois, je fais un lapsus, c'est des découvertes avec des gens, savoir pourquoi ils veulent changer leur fenêtre, qu'est-ce qui est important pour eux, etc., etc. C'est créer un climat de confiance. Et en fait, c'est exactement la même chose que globalement que l'immobilier. C'est créer de la relation avec des êtres humains, et ça j'aime bien et je sais faire. Donc c'est quelque chose qui me plaît tout de suite. Et surtout de pouvoir commencer à former d'autres personnes, manager. Ouais. Et voilà. Et ça a duré 6 ans. Putain, stylé. Et alors, du coup, t'as fait combien de transactions? Tu sais à peu près? J'ai jamais compté, mais je pense que j'ai généré à titre individuel, je dois pas être loin du million d'euros d'honoraires sur ces 6 années, je pense. Donc je dis pas de bêtises parce que Parce qu'il faut le ouais, peut-être un tout petit peu moins. Et avec toutes les agences, ouais, Ouais, pas mal de transactions. il y a eu, je pense que 4-5 millions d'honoraires. À peu près, hein. Franchement, si je me trompe, faut pas m'en vouloir, mais c'est à peu Ça, près. on Je pense que, pas. ouais, je pense que c'est à peu près ça. Et surtout, c'est un métier passionnant. J'ai beaucoup appris pendant Ça cette doit période. être hyper dur de trouver des mandats ou des marchés. Enfin, je sais pas, ça me semble toujours un peu fascinant, moi, voir comment les agents ils arrivent à décrocher les mandats. Alors moi, c'était Surtout au début quand t'es pas connu, quoi. C'était assez simple. J'ai adoré ça, chercher des mandats. Et j'étais, tu vois, dans le réseau, j'étais celui qui rentrait, je crois, 2 années de suite, celui qui rentrait le plus de mandats exclusifs. J'ai rentré jusqu'à 36 mandats exclusifs par an. Ça fait 3 par mois. Je me rends pas compte. C'est beaucoup. Ok. Ouais, ça commence à être pas mal. Et en fait, quand on sait que dans 90% des cas, quand tu as un mandat exclusif, tu le vends, C'est bien, quoi. En général, c'est pas mal. Écoute, c'est très simple. Rentrer des mandats, il y a plein de choses différentes qu'on peut faire. On peut faire de la pige, on peut faire de la prospection. Pige, c'est quoi? C'est le bon coin, Et t'appelles? et t'appelles. Et tu es le 10e à appeler. Et là, comment tu te différencies C'est assez simple. Il y a une technique que je ne donnerai pas parce que je la garde pour les T'es comme conseils, ça, toi. pour les conseillers de vie. Et il y a une technique que je peux donner, c'est déjà le sourire, ça s'entend. Ouais, Euh, ça c'est sûr. L'intensité que tu mets et l'énergie que tu mets, ça s'entend. Et surtout, quelque chose qu'oublient très très souvent les gens, c'est que quand on fait de la pige et qu'on fait ça, on doit soi-même se mettre dans les meilleures dispositions pour le faire. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, par exemple, la pige, je la faisais dans ma voiture. Parce que t'étais. Parce que j'étais en mouvement.
J'étais en mouvement, donc j'étais plus à l'aise pour moi de mettre de l'intensité, de l'énergie et d'être percutant dans mes propos. Faut pas te fâcher avec le voisin de la voiture d'à côté au feu rouge, quoi. Ouais, alors moi je suis très zen en voiture. Hein. Là, mais en fait, c'était ma manière de me mettre dans les meilleures dispositions Ok. pour faire de la pige. Et donc, assez souvent, ça marchait. Et... Si, moi, le premier appartement que j'ai vendu, je voulais le vendre en direct et finalement, j'ai vendu avec une agence, une fille qui m'a appelé. Ouais. Et elle T'as me trouvé dit, les bons mots. Ouais, elle a trouvé les bons mots. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je crois qu'elle m'a dit on signe rien du tout, j'ai genre un couple d'acquéreurs qui veut acheter. Je visite, vous me laissez visiter, vous me laissez les clés 15 minutes, je vous embête pas plus et tout. Et finalement, elle me l'a vendu 2 fois en 2 jours parce qu'ils ont fait une offre que j'ai validée, ils se sont rétractés. Elle me dit j'en ai d'autres, faites-moi encore confiance. Et elle me l'a vendu le truc, bien joué. 30 mètres carrés, 172 000 € dans Nantes. Magnifique. Nickel. Et, trop bien. Et elle m'a offert les diagnostics. À l'époque, je réalisais pas trop les diagnostics, mais depuis que j'en ai fait plein sur tous les apparts que je veux vendre, c'était un bon cadeau. Oui, c'est vrai. C'était sympa. Mais oui, il y a pas mal de techniques, des approches comme ça. Mais surtout, c'est de se dire qu'est-ce qui fait qu'elle a réussi à te capter. Putain, franchement, je sais pas. Et c'est là où. Mais je crois, pour le coup, c'était la première agence à appeler pour ça. J'avais dû mettre agence, m'appelez pas, sinon je vous raccroche au nez, tu vois. Ouais. Puis bon, là, c'était une fille qui avait l'air sympa. Moi, j'adorais ça parce qu'en fait, je pars du principe dans la vie que si c'est dur pour toi, c'est très compliqué pour les autres. Ouais. Donc, je déteste les situations, notamment en immobilier. Quand vous avez une situation qui est trop simple, vigilance. Parce que ça veut dire que si quelqu'un passe derrière vous, ça sera très simple pour lui aussi. Ouais, souvent, il y a une embrouille. Ouais. Voilà. Ou une embrouille où, en fait, des gens qui disent oui facilement, ça arrive. Donc, s'il vous dit oui très facilement, ça veut dire que si, entre-temps, il y a quelqu'un qui passe, vous êtes foutu. Par contre, quand c'est dur, moi, j'aimais bien ça parce que je sais que si c'est dur pour moi, c'est très dur pour les autres. Donc là, il va falloir y aller, quoi. Donc, ça, j'aimais bien. Agence s'abstenir, j'adorais. Ouais, tu y allais quand même. Évidemment. Ça serait mais moi, c'est ce que je leur dis. Attendez, je dis oui, bien sûr que je l'ai vu, Agence s'abstenir, mais je suis un professionnel de l'immobilier. Je suis tous les jours sur ce secteur-là. Tous les jours, je suis en visite. Je connais tous les biens à la vente aujourd'hui sur cette commune parce que je suis tous les jours sur le marché. Vous êtes actuellement vendeur d'un bien immobilier. Si je ne vous appelle pas, c'est une faute professionnelle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est implacable. Ouais, t'as raison. Et quitte à se faire envoyer chier, c'est pas grave. Oui, au pire, il y en aura d'autres, quoi. Oui, et puis en fait, la pugnacité, c'est quand même une qualité qui est importante en immobilier. Il faut savoir le faire. Tu dois te faire rembarrer tellement souvent au téléphone. Non, parce qu'en fait, on est là aussi pour se marrer, quoi. En fait, tout dépend comment on fait les choses. Si on met du sourire, si on met un peu d'autodérision, un peu de légèreté, c'est sûr que si on arrive en mode c'est moi qui sauve des vies, oui, ça se passe pas. Il faut sauver l'appartement. Non, mais c'est parce que il peut y avoir un peu cette posture, des fois, un peu de l'agent immobilier qui est un petit peu prétentieux. Ouais. Et je pense qu'il faut totalement déconstruire ça. L'agent immobilier, c'est quelqu'un de proximité. Ouais, pour moi, c'est un gars sympa avec qui on passe des bons moments, on boit des cafés, il nous vend des trucs. Exactement. Puis on passe 1 heure au téléphone quand on s'appelle parce qu'en fait, on a 36 000 trucs à se raconter. C'est exactement ça. Et en fait, un agent immobilier, c'est quelqu'un déjà, de base, il faut qu'il aime les gens. S'il n'aime pas les gens, il faut qu'il fasse autre chose. Ah bah, il faut être con pour... C'est vraiment, mais c'est très bête. Hein. Mais il faut aimer parler avec les gens, il faut aimer discuter, il faut aimer dans la rue parler aux gens. Il faut que tout le monde vous connaisse. Et après c'est un métier qui se passe bien normalement. Ouais, tu veux peut-être avoir des futurs mandataires. En tout cas, alors, du coup, tu dis pour trouver des mandats, tu fais de la pige. Alors, on peut faire de la pige. Alors, je sais qu'actuellement sur Internet, en plus, c'est assez drôle parce que il y a des sociétés qui commencent à communiquer de faut pas faire de pige, faut pas faire de prospection, etc. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Pourquoi c'est quoi le... Parce qu'on peut, avec des outils digitaux et tout ça, on peut se substituer et faire différemment. Ouais, alors ça... Alors, moi déjà, je pense que la pige est obligatoire parce qu'en fait, ça oblige à une veille concurrentielle. Ça doit être formateur en plus. C'est formateur parce que... Et puis surtout, quand on fait de la pige tous les matins et qu'on prend des fois des noms, le jour où vous avez un client qui rentre dans votre agence ou qui vous appelle directement pour mettre son bien à la vente, c'est très rare mais ça arrive, on sait à quel point ça a de la valeur, quoi. Parce que pour que cette personne rentre, on s'est battu tous les matins pour aller chercher des mandats. Donc quand il y en a un qui vient tout seul, on sait ce que ça vaut. Enfin, je pense qu'il y a des agences à l'abri du pognon, parce que moi j'en ai appelé 2 ou 3 à Sablé en disant voilà, j'ai 11 appartements à vendre. On fait comment? Il y en a, ils m'ont jamais rappelé.
Enfin, non, en fait, il y en a deux, ils m'ont jamais rappelé parce que ils nous disent oui, en fait, déjà, c'est le truc qui me rend ouf, t'appelles, tu tombes sur la fille à l'accueil qui peut pas te renseigner. Ah bah non, parce que l'agent responsable de telle rue et telle rue, enfin, t'as 4 rues à sabler, en fait, là, il n'est pas disponible. Donc, personne ne peut vous répondre. Donc, déjà, moi, ça me rend ouf. Puis après, je dis, ok, par contre, j'ai 11 appartements à vendre. Je veux pas me faire chier. Moi, je veux une agence. Et puis après, j'en entends plus parler. C'est drôle ce que tu dis parce que ça me fait penser à un truc que je dis souvent. Ah, ça me fait Je péter un passe, câble. tu vois, actuellement avec le Nice, une des choses que je dis, c'est que qu'il y ait une organisation interne, c'est très bien. Il en faut. Ouais, mais en fait, Mais enfin, l'organisation de l'agence ou du réseau ne doit jamais passer avant l'intérêt du client. ouais, c'est ça. Mais je l'ai connu ça. Mais le nombre de fois où ça arrive. C'est pas toujours si simple à gérer. Mais je vois Non, très bien j'imagine que c'est pas toujours si simple à gérer, mais que l'assistante ou l'agent co ou autre qui est au téléphone soit pas capable de dire ah bah tel immeuble, peut-être que ça vaut, même si elle dit un peu une bêtise ou autre, peut-être qu'on pourrait le vendre tant, Oui. évidemment on va s'en occuper, donnez-moi les infos. Là, elle m'a dit je transfère votre numéro et il vous renvoie un mail. Et ouais, j'ai jamais reçu de mail quoi. Bon, la première, je leur ai collé une agence Orpi à 2 rues dans un local commercial à moi. Je leur ai retiré la gestion du bien il y a 4 ans, donc peut-être qu'ils étaient fâchés. Ouais, mais attends, je me dis quand même, non, mais 11 en mandats fait, qui tombent comme ça, qui tombent du ciel. personne refuse. Normalement, personne refuse un mandat. Bah, Un mandat- finalement, c'est Rantimo qui l'a eu. J'ai mis une story en disant les agents tous des glands, il n'y en a pas un pour prendre le relais. Et Benjamin direct m'a dit moi je le vends. Parfait. Et je pensais que c'était trop loin en fait, sinon je l'aurais appelé direct. Et si j'en ai une autre qui est venue, mais putain, on a visité l'immeuble et j'étais là, mais c'est même pas de quoi elle parle quoi. Enfin, je sais pas si elle tombe sur le podcast ou autre, mais il faudra qu'elle se remette en question. Mais il y a peu de chance. Mais on visite et puis à un moment je lui dis voilà, en plus moi j'aime pas perdre de temps. Je dis voilà, j'ai un immeuble, il y a 11 logements, j'ai fait la copropriété, on peut le diviser ou le vendre en bloc. Et je te jure, la meuf elle me dit ah ouais, mais si vous vendez en bloc, ce sera que pour un investisseur parce que vous voyez quelqu'un qui fait sa résidence principale dans 11 appartements différents. Ah ouais. Et là dans ma tête je me suis dit on n'est pas dans la merde. Nickel. Je fais, Du coup, tu l'as vendu comment? ouais. En bloc? On essaye les deux avec Benjamin. Ok. En fait, la copropriété, elle est créée. Elle n'est pas passée chez le notaire, mais on la Oui, passera. dès la première vente, oui. Tout est prêt. D'ailleurs, le DTG est excellent, ce qui m'a surpris. Ok. Il est excellent, ça va, il est très bien. Et on tente toutes les stratégies, enfin 2 stratégies différentes. J'ai 9 appartements loués. D'ailleurs, il faut que je remplisse le bail. Là, je l'ai dit hier en podcast et je l'ai toujours pas fait aujourd'hui. On a 9 appartements loués, 2 vides. Et en gros, il a mis une annonce pour tout l'immeuble. Okay. À, je sais pas, 10 ou 9% de rendement. Okay. Et peut-être un seul à la vente pour... Et en fait, on a mis 3 appartements à la vente. Qui représentent un peu les 3. Ouais, il y a genre un studio à vendre 35 000 euros. Ou 30 000 euros pour 300 euros de loyer. Donc c'est quand même pas mal, c'est pour des petits budgets. Et en fait, on va voir un peu ce qui mord. Très intelligent. Et avec Benjamin, c'est trop bien. Tu lui envoies ses cartes. Oh, il te fait chier pour les documents au début. Hein, mais enfin, non, il me fait chier. Non, mais il a raison. C'est juste que moi, en fait, ça me saoule d'envoyer 12 000 documents et tout. Ouais. Et par contre, après, ça gère bien. Et puis, non, c'est l'anecdote, mais ils m'ont fait péter un câble. Oui, il vous rappellera, il vous enverra un mail, machin. Et le gars, il a jamais rappelé. Le nombre de fois où ça arrive. Surtout pour des mandats. En fait, quelqu'un qui appelle pour un mandat, on doit même reprendre rendez-vous. Moi, j'appelle pour 11 mandats. Non, et je leur dis, j'ai un 2e immeuble dans la ville, je veux peut-être le vendre. Ils m'ont jamais rappelé. Oui. Mais non, les mandats, c'est la chose la plus importante d'une agence immobilière. Une agence immobilière ou un réseau de mandataires vend quelque chose qui ne lui appartient pas. Si personne ne lui fait confiance pour mettre en vente son bien, il n'a rien à vendre. C'est clair. Donc, c'est un métier où on doit prendre soin des acheteurs parce que c'est eux qui nous payent, mais on doit bichonner les vendeurs parce que c'est eux qui nous choisissent. Après, moi, je pense que je dois être un client chiant parce que je réponds pas tout le temps. Parfois, c'est incomplet et tout, mais bon. Ouais, mais en fait, c'est aussi là, moi qui reprend du service, moi, j'estime que c'est à nous de nous adapter. Aujourd'hui, moi, je demande aux gens comment ils veulent qu'on communique. Et j'ai des gens, c'est que des audios, WhatsApp. Ah ouais. Oui, mais au moins si ça les arrange, toi, c'est son mode de communication. De toute façon, c'est le client, donc si c'est son mode de communication, moi, en l'occurrence, c'est le mien. Mais ça me va très bien. Il me fait des audios à 2h du matin, je les ai le lendemain, à 7h, je lui réponds. Tout le monde est content. Ouais. Donc en fait, je pense qu'on doit aussi beaucoup plus s'adapter aux vendeurs et ne pas oublier, voilà, c'est le vendeur qui choisit et qui nous choisit. Donc, à un moment donné, on doit lui apporter le service qui va avec. Ah, ça doit pas être évident. C'est ce qui m'a toujours
Parce que j'ai toujours eu 10 000 idées à la minute, tu me connais. Je me suis dit, tiens, créer une agence immobilière, ça va être rigolo, mais le côté trouver les mandats, ça m'a toujours freiné. Et puis je pense que je serais pas bon là-dedans, donc j'ai pas creusé. C'est toujours la question qui me fascine avec un agent immobilier, c'est genre comment tu trouves tes mandats, quoi. C'est assez simple au final. C'est pas le plus. Pour moi, c'est pas. Au début, ça doit pas être facile, puis après avec le réseau et tout, enfin je vois. Benjamin, réseau... je sais que si je vois un truc, je l'appelle. Je dis Benjamin ou toi maintenant que tu recrées ton truc, mais en fait, quand tu as le réseau, ça doit arriver tout seul. Tu as le réseau et puis tu as aussi, en fait, l'avantage, c'est que quand tu fais quelque chose pour un client, ça se voit. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, j'étais hier à rentrer un terrain à Missillac. Pour mon client, je lui fais un joli dossier de présentation, je lui fais un joli plan pour localiser le terrain par rapport à tous les commerces, etc. Je lui fais une vidéo de présentation. Tout ça, c'est des choses qui se voient aussi. C'est-à-dire que le client, tu vois, quelqu'un qui voudrait mettre son bien à la vente, il vient voir ce que je fais, il voit, ça lui plaît pas. Ouais. Et c'est une carte de visite. Ensuite, la personne que j'ai vue hier, elle me l'a dit, elle m'a dit de toute façon, là, tu fais tellement de choses, tu mets tellement de choses en place que je sais que si on ne le vend pas, ce n'est pas forcément de ta faute. Donc je sais que déjà d'emblée, ne serait-ce que par le service que j'ai apporté à l'instant T, il va déjà reparler de moi. C'est-à-dire que je dois normalement le rencontrer pour un autre bien, de par le travail qui a été fait. Ouais, il va peut-être en parler à ses potes qui vont se dire il y a un effet boule de neige incroyable, on pourrait d'effet cumulé, on peut appeler ça, sur à chaque fois que je vois quelqu'un, je fais le travail du mieux que je peux parce que c'est un nouvel ambassadeur. Bah, c'est vrai que celle qui m'a vendu l'appartement dans Nantes, je l'ai recommandé à plein de monde, on lui a racheté un appart. Si on le remet en vente, il y a de grandes chances que ce soit avec elle. Exactement. Et je l'ai recommandé, mais je ne compte même plus le nombre de gens à qui je l'ai recommandé. Et on a une chance quand on est agent immobilier ou mandataire, c'est qu'on a un taux de satisfaction client qui est colossal. Ah oui ? Le seul insatisfaction qu'on peut trouver chez un client, c'est que, par exemple un acheteur qui vous appelle et vous ne le rappelez jamais. Ça arrive. Tu veux dire version acheteur, parce que le vendeur, si tu n'arrives pas à vendre son bien, bon, il n'est pas content lui. Non, parce qu'en fait, les gens font la différence entre obligation de moyens et obligation de résultat. Okay, ouais. S'ils voient que tu fais le nécessaire, que tu les contactes toutes les semaines pour faire le point, leur expliquer un peu la tendance du marché, de les accompagner s'ils ont des questions, et que en fait, ce que les gens détestent, c'est que tu prends un mandat et tu les appelles pas pendant 2 mois. Ouais. Ça, tu te fais défoncer. Parce qu'on est d'accord que tous les biens peuvent se vendre, c'est une question de prix globalement. Il n'y a qu'un élément, si un bien se vend, c'est son prix. Ouais. Alors là, moi, là-dessus, des fois, on me dit oui, mais non, c'est plus compliqué, il a des défauts. Oui, mais en fait, le défaut fait qu'à ce prix-là, les gens veulent... 50 000 € de moins, le défaut, on s'en fout, quoi. À 400 000, le mec, il veut pas ça, il veut pas ce défaut-là. Par contre, à 350, il l'accepte. Donc, en fait, le problème, c'est pas le défaut, c'est le prix. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le défaut est une caractéristique du bien. Oui, ou le défaut peut se corriger avec l'argent qui est économisé. Ça me sonne évident, ça. Au final, l'immobilier est un bien qui se vend ou qui se vend pas. Mis à part si l'agent immobilier ne fait rien du tout et ne met rien en place, c'est très souvent quand même une histoire de prix ou de présentation. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des biens actuellement, j'ai 2 annonces pour le même bien. Parce que je vais présenter le bien pour un investisseur de telle manière ou pour une résidence principale d'une autre. Je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, en marketing, une des règles, c'est quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Bon, si je veux un peu plus être plus spécifique, je vais faire une annonce qui va être plus orientée investisseur et puis une annonce un peu plus orientée résidence principale, par exemple. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. T'as dû en voir des trucs en tant qu'agent immobilier. T'as pas des anecdotes un peu drôles à nous raconter, là? Je sais pas, le fils qui se machin dans la chambre ou tomber sur un couple qui fait des trucs bizarres. Je sais pas, t'as pas des trucs drôles à nous dire? Non, qu'est-ce qu'on a fait? Non, j'ai pas eu de trucs extraordinaires comme ça. J'ai plus tu vois, des gens avec qui tu crées des relations, quoi. T'en as qui sont devenus des potes, des clients? Des gens avec qui on va faire des barbecues, avec qui... Et puis en fait... T'as pas de truc croustillant à nous raconter? Non, je suis un peu déçu. J'aurais dû te poser la question avant pour que tu réfléchisses. Mais non, il y a des gens à qui... ce que j'adore, c'est des gens à qui tu as trouvé une maison dans des conditions un peu particulières. Tu vois, j'ai des gens auxquels je pense, là, genre je leur dis... il est 18h, vous prenez un train pour demain. J'ai trouvé votre maison. Ah oui. Vraiment. Et ils sont venus? Bien sûr. Et ils me remercient encore tous les jours. Parce qu'il fallait que l'offre soit faite à 9h le lendemain, c'est ça? Parce qu'il fallait que l'offre soit faite très tôt, pour être sûr que ça ne nous passe pas sous le nez.
parce que des biens comme ça, c'est des opportunités, on peut le vendre 10 fois. Voilà, il y a des gens à qui… Donc ça j'adorais ça, genre vraiment le côté. Et je les prévenais quand je les voyais au début, je leur disais, est-ce que vous êtes prêts à monter dans un TGV à 6 h le lendemain matin si je vous appelle à 18 quoi. Vraiment, si j'ai trouvé le truc. Donc ça c'est des moments incroyables. Des gens à qui viennent te voir pour quelque chose et tu leur vends un truc qui n'a rien à voir et ils sont trop contents. Et ça, c'est passionnant. Genre, parce qu'en fait, en gros, les gens, ils viennent avec une idée. Genre, ils pensent que la maison idéale, c'est ça, tu vois. Mais en fait, quand tu discutes avec eux, que tu creuses et que pourquoi tu te rends compte qu'ils sont pourquoi vous voulez ça, qu'est-ce que vous aimez, comment vous vivez, c'est quoi vos passions, machin. On les écoute. Et qu'en fait, des fois, on a un bien qui ne correspond pas du tout. Et on leur dit, attendez, j'ai quelque chose pour vous, ça n'a rien à voir. Et alors, Mais ça, ça je va me vous marrais. plaire. Genre, faut que vous veniez me voir, j'ai un truc pour vous, ça n'a rien à voir avec ce que vous m'avez demandé. Je ne vous ai pas écouté du tout. Mais par contre, c'est votre maison. Voilà. Et ça, c'est des moments trop cool. Vraiment. Et en fait, la relation que ça crée avec les gens, elle est ouf. Ouais, ça doit être passionnant comme boulot quand même. Ouais, bah tu vois, hier j'étais non, samedi ou dimanche, je sais plus, dimanche. J'étais en balade justement dans une des villes où j'ai pas mal travaillé. J'ai croisé un client à qui j'ai vendu un terrain il y a 5 ans. Sans regret, vous me reconnaissez? Bah, évidemment. Donc non, ça crée quelque chose. C'est vraiment trop cool. T'es pas, en fait, tu sais, pour la majorité des gens, une transaction immobilière, il y en aura. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a on quoi oublie ça, ouais. Allez, 3. 3-4 dans une 3, vie, et 4 encore. allez, et encore. Donc en fait, quoi qu'il arrive, tu fais partie d'un moment. Tu as participé à un moment de leur vie qui C'est vrai que le nombre de gens. Nous, on a vendu des maisons individuelles à construire à un moment. Ouais. Et le nombre de gens pour qui c'était le projet d'une vie. Tu sais, ils ont 25 ans. Bien Et sûr. c'est la maison de leur vie. Alors qu'en fait, dans 10 ans, ils l'auront revendu, ils seront divorcés 2 fois. C'est ça. Et ils savent pas encore, mais Ouais. ouais, c'est incroyable. Et. Ah ouais, c'était. Mais Je sais pas, c'était spécial, ouais. ça crée quelque chose. Donc non, c'est pour ça, c'est un métier qui est intense pour ça. C'est un métier qui est intense parce que… Puis au moins, tu vois du monde tout le temps, quoi. Ouais, Enfin, si tu vois pas du monde, c'est que t'es pas très bon agent, quoi. t'es censé… Moi, je disais toujours à mes équipes, je dis, si vous voyez 10 nouvelles personnes par jour, C'est vous minimum. faites du chiffre d'affaires. Ouais, Mais ok. en fait, c'est comme un espèce de gros entonnoir, tu vois. C'est comme un funnel. Genre, je mets 10 nouvelles personnes tous les jours, il leur sort du chiffre d'affaires. Ouais, c'est je vois ce que mécanique. tu veux dire. Et tiens, on va en parler un peu des nids, ce que tu es en train de créer. Alors, le nid. Le nid, pardon. Non, les nids, c'est notre projet de promotion Ah, excellent. Au Croisic. au Croisic sur l'hôtel Léni. Ok, exactement. Qu'on livre difficilement après des problèmes d'entreprise et de travaux. Pour l'été, les gens devraient C'est un passer. dossier que j'ai vu les plans à l'époque où j'étais au Croisic. C'est pas un projet très rentable. J'imagine. Mais bon. Par contre, Le les nid. gens qui vont habiter tout en haut, vue mer, là, Ouais. ils sont trop bien. Ouais. Tu es en train de créer un réseau de mandataires, je trouve Ouais. que c'est ouf. Le nid, Ouais. déjà, pour bien comprendre, moi je la connais, mais c'est quoi la différence entre un réseau de mandataires et une agence immobilière classique? En gros, Très, très brièvement. la grosse différence, c'est qu'une agence immobilière a un point de vente physique, un magasin, Ouais. une agence immobilière, où elle va pouvoir afficher ses annonces. Au sein de cette agence, il y a la possibilité d'avoir soit donc, des agents commerciaux, donc des gens qui sont auto-entrepreneurs et qui sont, en fait, ils sont à leur compte et ils font des factures à l'agence, ou salariés de l'agence. Voilà. Ensuite, il y a le réseau de mandataires. Là, il n'y a pas d'agence physique, il n'y a Ok. pas de point de vente physique. Chacun travaille de chez lui. Ils ont les mêmes outils, globalement. Ouais. Et la différence, c'est que ce ne sont que des agents co, ce qu'on appelle des mandataires. Donc agent co, il est payé que s'il vend, quoi. Exactement. Il est payé que s'il vend, avec la différence, nous, en tant que réseau de mandataires, il y a des charges qu'on n'a pas, versus une… Genre le loyer de la boutique. genre le loyer, ouais. genre l'assistante commerciale, etc. Ok. L'assistante commerciale qui n'est pas capable de renseigner sur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir… J'ai eu 2 assistantes commerciales incroyables, donc Bon, ça va. j'ai eu cette chance. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir… on reverse en général un petit peu plus, voire beaucoup plus… Au mandataire. Au mandataire. Ok. Globalement, on reverse 50% de plus.
Très clair. Et donc là, tu es en train de créer, toi, ton réseau de mandataires. Ouais, ça y est. Et juste un réseau de mandataires pour citer d'autres gros noms. On peut en ça peut citer être IAD, propriétéprivée.com, Safety. Ok, les plus gros. Et en face, il y a Orpi, Century 21 ou autre. Et Là, en c'est face, des agences et en classiques. face, Quoi. voilà, au niveau des agences, vous avez Guy Il y en a plein, mais c'est ça, c'est les agences qui ont pignon sur rue. Okay, exactement, pour dissocier les deux. Et en fait, c'est drôle parce que les gens qui ont travaillé avec moi, quand j'ai créé le nid, ont tout de suite dit bah, c'est logique. Parce qu'en fait, je passais mon temps à leur dire les gens vous choisissent pour vous et non pas pour le réseau que vous représentez. Bah, c'est sûr, quand on connaît. Voilà. Je repense à celle qui a vendu le bien à Nantes ou même à Benjamin, qu'il soit dans telle ou telle agence ou autre. C'est la personne. Benjamin, normalement, il ne bougera pas parce que c'est la sienne. Normalement, mais moi, c'est la personne. Ouais. Et en fait, j'ai toujours dit ça. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est la différence entre un contact et un contrat, c'est le R de la relation. J'ai toujours dit qu'il faut créer... C'est beau. C'est beau, hein. C'est beau. Mais il faut créer cette relation avec les gens, mais cette relation presque humaine, vraiment. Et non pas de cette relation entre la marque et votre client. C'est vraiment cette relation humaine que vous avez, de créer une relation de confiance. Et quel que soit le réseau que vous représentez, c'est vous qui choisissez, qui l'a choisi. Et donc ça, c'est mon constat de départ. Et je vois au sein des agences, au sein des réseaux, que l'agent immobilier est toujours un outil au service de... et toujours un petit peu en retrait par rapport à la stratégie. C'est-à-dire que on lui demande d'appliquer les méthodes, on lui demande sur son panneau, on le voit quasiment pas, c'est surtout... Ouais, c'est marqué surtout c'est le réseau, c'est surtout le réseau qui représente. Et en fait, je lui ai dit, mais en fait, il n'y a aucun réseau aujourd'hui, que ça soit côté agence ou côté réseau de mandataires, qui en fait, où l'agent immobilier, c'est la finalité. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qu'on va mettre en avant et il va pouvoir exister en tant que personne, il va pouvoir se créer son identité et d'être singulier. Ouais. Et en fait, moi, je veux au NIE, je ne veux que des gens singuliers qui viennent faire ce métier avec leur style, leur manière d'être, en respectant la loi, parce que oui, évidemment. On est sujet à la loi, donc il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Mais en tout cas, ils ont une liberté totale sur ce qu'ils vont pouvoir faire. Et moi, je leur mets à disposition un maximum d'outils. Et eux, ils vont venir piocher dans ces outils s'ils en ont besoin, mais sans aucune obligation. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir plein de petits Pokémon différents, singuliers, et que tout le monde puisse venir s'épanouir et s'émanciper au sein de ce réseau et créer leur propre marque. Voilà. Un petit peu, si on voulait vraiment simplifier au max du max, on peut dire que ce serait presque un réseau de mandataires en marque blanche. Ok, donc le mandataire, il vient pour avoir le service et la qualité qui est autour, mais il est... Exactement. C'est comme s'il était 100% indépendant et que tu lui offres le service pour structurer ses ventes et tout, quoi. Je lui apporte la structure juridique, tous les outils, la diffusion sur les plateformes, tout ce qui est formation, vraiment l'arrière-boutique, il l'a, mais la vitrine, c'est lui. Ok. Tout simplement. Et espérance de gain ou autre, comment ça se passe après sur ce qui est reversé aux personnes, comment ils gagnent leur vie ou combien ils peuvent gagner Alors, combien ils peuvent gagner en fait, c'est par tranche, donc il y a 3 paliers. Ça va sur une commission à, mettons, 10 000 € hors taxe. Ils vont faire une facture au NIE, donc à la société. Donc c'est le NIE toujours qui apparaît sur les compromis. Parce que c'est le NIE qui a la carte de transaction. Qui est détenteur de la carte T, qui prend la responsabilité. On apporte toute la partie juridique. Et assurance, j'imagine. Parce qu'il doit y avoir des assurances obligatoires. Il y en a. Il y a de quoi s'amuser. Et en fait, eux vont faire une facture donc, qui va aller de 75 à 85% de la commission. Donc sur une commission, mettons à 10 000 € hors taxe, ils vont faire une facture de 7 500 € au NIE. Ok, c'est quand même cool. Voilà. Et passer un certain chiffre d'affaires, ils vont être à 80. Et passer un chiffre d'affaires encore plus important, 85. Ok, et un agent, un mandataire qui est bien formé, bien accompagné et qui bosse vraiment, pas un mec qui a vu de la lumière et qui... il peut espérer faire combien de transactions Moi, les meilleurs en agence font à peu près entre 200 et 300 000 € hors taxe. Ok. Qui facture Non. Non, d'honoraires. Ok, et donc ils facturent 140, Alors 150. en agence, ils sont un petit peu... en agence, pardon. En agence, ils sont un petit peu moins.
Mais déjà, un mandataire sous le format mandataire, quelqu'un qui fait autour des 100 000 euros, c'est très facilement accessible. Là, les premiers qui sont rentrés sont déjà sur cette trend-là. En faisant, je prends l'exemple de Yann qui est sur il a deux boulots. Il fait ça en plus d'un boulot à temps plein. Mais c'est passionnant, on en parlera après, mais c'est passionnant parce qu'il est obligé d'être chirurgical dans son travail. Et du coup, en fait, il est hyper exigeant. À partir du moment où il se met en mode mandataire, il est exigeant avec ce qu'il fait. Et du coup, en fait, il a déjà des résultats. Et il est sur un rythme à déjà 80 000 euros hors taxe. Ah ouais, c'est bien. Donc c'est très bien. Et si on regarde le mec moyen, il peut espérer… C'est très dur. Les chiffres moyens, je crois alors à l'époque, les chiffres que moi j'avais en ma possession, c'était chez IAD, ils étaient à 29 000 euros de moyenne. Ouais, mais il faut virer les mecs qui étaient vendeurs de frigo la veille et qui se réveillent et se disent tiens… ou le mec qui en fait a pris la carte et fait une transaction par an. Donc en fait, non, c'est ça, ouais. C'est très compliqué d'établir une moyenne, mais assez facilement, quelqu'un qui fait 50 000 euros par an déjà peut en vivre. Ouais, parce qu'il facture ça quoi, sur une entreprise du coup Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Et puis après, il passe, s'il facture trop, il passe en entreprise individuelle. Ok. Voilà. Ça marche. Et n'importe qui peut te rejoindre ou il y a quand même des critères ou vous rejoindre? Déjà, pour l'instant, le premier critère, c'est déjà qu'on puisse se rencontrer, discuter, échanger. Donc quelqu'un du coin plutôt? Pas forcément. Ça peut être aussi, on peut faire ça en visio. Et puis, il faut quelqu'un qui colle aux valeurs, qui va comprendre l'intérêt, qui va en avoir envie, et puis que ça fonctionne et que ça matche et que humainement on se dise ouais. Et après tu l'aides si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'immobilier, qui a envie de se former. Bien sûr, donc il y a une plateforme de formation qui est déjà à disposition et que j'alimente au fur et à mesure des demandes des négociateurs. D'accord. C'est-à-dire que dès que j'ai quelqu'un qui me dit ah tiens ça serait bien. Je fais soit je tourne une formation, soit je fais même un petit loom, tu vois, sur certains logiciels. Mais tout de suite, à l'instant T, ils ont la réponse. Comment on utilise le cadastre, DVF, toutes ces choses-là. Ouais, tu vois, ok. C'est tout bête. En fait, et surtout, j'essaie d'être quelqu'un dans les formations très opérationnel. C'est-à-dire que… parce que la formation 100% théorique, c'est chiant quand même. Ouais, c'est… Ok, on prend l'ordi, voilà comment on fait. C'est top. Que de l'opérationnel. Et surtout, je fais beaucoup de coaching avec les conseillers. Dès qu'ils ont une problématique, dès qu'ils ont une question, dès que les dossiers, des fois, se tendent un petit peu, ils savent qu'ils peuvent m'appeler à tout moment. Ça, c'est top. C'est important de les former parce qu'il y a trop de… Enfin, je sais pas si au moment du Covid ou autre, il y a eu un boom des mandataires. D'un coup, il n'y avait pas de mandataires et d'un coup, on s'en est retrouvé avec des millions de mecs qui… la veille, je sais pas, ils étaient à la poste ou autre. Là, ils se mettent à vendre des appartements, ils savent pas de quoi ils parlent, ils n'y connaissent rien. Et bon, peut-être que pour vendre des résidences principales, ça suffit, mais avoir un gars qui sert de porte-clés seulement, c'est un peu agaçant. Ouais, mais de toute façon… Et qui a rien étudié, qui connaît rien et tout, ça me gonfle, quoi. Globalement… Ouais, j'imagine qu'il dure pas, cela. Ouais, mais alors, oui et non, parce qu'en fait, globalement, il y a très très peu d'agents immobiliers qui sont capables de parler investissement immobilier. Ça, c'est fou, alors que c'est quand même les mieux placés pour… Qui connaissent la fiscalité. Je parlais avec un marchand de biens tout à l'heure, qui connaissent la fiscalité des marchands de biens. Il y en a très très peu. Et tu vois, je disais que je voulais vraiment des personnes singulières. Tu vois, j'aimerais vraiment avoir quelqu'un, avoir plusieurs typologies de négociateurs et de conseillers. Par exemple, quelqu'un qui soit spécialisé dans l'investissement immo, dans les opérations. Tu vois, qui est vraiment au sein du nid des gens qui se spécialisent soit sur… Tu vois, ça peut être une ville. Ça peut être une typologie de produit, ça peut être une typologie de client-acquéreur. Mais je pense que rien ne vaut la spécialisation. Ça, c'est bien parce que, en tant qu'investisseur, quand tu as un agent immobilier qui est calé, investissement à fond, qui comprend ce que tu veux, qui t'envoie que les bons produits, tout ça, c'est canon, quoi. Ouais, et puis on en parlait tout à l'heure, mais quelqu'un qui est transparent, de dire écoute, ça c'est pas mal, il y a ça comme problème à régler, si on peut le régler, je pense que c'est vraiment une belle opportunité. Oui, bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Tu vois, d'avoir ce… Parce que l'agent qui essaie de pipoter, de masquer les trucs, lui… Moi, j'ai surtout à la fin, et aujourd'hui je fonctionne comme ça, quand il y a un défaut majeur, ou ce qui peut apparaître comme un défaut pour certains, je dis voilà, sur ce bien-là, la problématique… C'est presque le premier truc à dire en fait. Mais oui, mais bien sûr, parce que la personne elle le verra, donc vaut mieux que ça soit nous, vaut mieux déterrer le truc et le dire voilà, mettons ce bien est proche d'un couloir aérien par exemple. C'est vrai que tu le dis pas, le mec il arrive, il y a 12 avions qui passent pendant la visite, ça fait tâche, quoi. Moi j'habite où j'habite, j'ai l'aérodrome qui est pas loin.
si demain je dois vendre ma maison, je vais dire écoutez, on n'est pas loin de l'aérodrome. Si c'est quelque chose de rédhibitoire pour vous, faut venez pas, voilà. ça. Moi, ce que je vous propose, c'est de venir. On attendra ensemble de voir qu'il y a un avion qui passe pour voir la nuisance. Si ça vous convient. Ouais, si tu le prends comme ça, au moins, il y a plus de chances que ça marche bien, quoi. Mais bien sûr. Plutôt que C'est d'essayer de cacher, il y a un avion qui passe. Oui, mais là, on ne sait pas pourquoi. Non, C'est bizarre. Ouais, non, tu vois, genre Ouais. ça, je déteste ça. Et je trouve que d'avoir cette transparence, ça crée une relation de confiance avec l'acheteur qui est assez importante. Et les acheteurs aiment bien cette transparence de vraiment tout dire. Moi, c'est pour ça que j'aime bien bosser avec les agents immobiliers et pas vraiment avec eux. C'est vrai que j'ai acheté, je crois, tous les trucs que j'ai achetés, il y en a un seul que j'ai acheté en direct avec des propriétaires. Ok. Et j'aime bien bosser directement avec les agents immobiliers parce que déjà, il n'y a pas d'attachement émotionnel au bien. Déjà. Eux, ils s'en foutent, ils sont là pour vendre. Et quand il fait bien son boulot, il filtre ce qu'il doit dire. En fait, c'est un peu un décodeur et un filtre. C'est-à-dire que des fois, je sais pas moi, le vendeur, des fois, on a pu voir des situations qui se crispaient pour une table. Genre, le client dit ah bah tiens, ça serait bien intéressant qu'on peut-être racheter cette table. Le client, il pense que ça vaut 50 balles. Le vendeur, c'est la table que machin. Il dit ah bah oui, je lui vends 800. Ouais. Et puis en fait, ils peuvent s'engueuler pour ça, tu vois. Et tu peux perdre ta vente. Si t'as pas, si t'as pas quelqu'un entre les deux qui va temporiser, et puis peut-être au final, il faut dire ah bah en fait non, Ouais, laisse tomber la table. la table, il l'a donnée à sa fille, il voulait pas, tu vois. Parce qu'en fait, si tu sais qu'il y a ça peut arriver des fois, tu vois. Mais alors que ces deux personnes, si tu les mets en direct et qu'ils doivent traiter ce truc-là en direct, Ça se passe rarement très bien, je trouve, avec les vendeurs en direct. c'est toujours un bordel. Il y a toujours un moment donné où c'est le bordel. Moi, ce que j'aime bien avec les agents immobiliers, c'est demander, tu me diras c'est vrai, mais leur demander directement la marge de négociation. Et très souvent, moi, les agents disent directement, bah là, c'est affiché 180, mais on sait qu'à 165, ça peut partir, quoi. Je cite souvent ça, c'est vrai que moi, je le fais systématiquement. Et De toute façon, moi j'ai une règle hein, en négociation, c'est le premier qui parle qui a perdu. Donc en fait, s'il commence déjà à annoncer un prix, c'est que déjà tu es en position de force pour pouvoir commencer à négocier. Et moi, c'est un point de départ moi, quand je suis de l'autre côté et que je négocie, mon point de référence, c'est plus 180, c'est déjà 165 en fait. Ah, mais non, mais c'est ça, Voilà. c'est ce que je dis, ouais. Mais, Et du coup, les meilleurs conseils pour négocier quand tu es un agent immobilier, il y a des tips ou des trucs pour aller tirer le meilleur du prix vendeur, parce que l'agent immobilier, en fait, lui, moi, va j'ai être un un truc que intermédiaire de négo, quoi. c'est bien de demander le contexte de vente. Ouais. Ok, c'est quoi le contexte? C'est quoi pour toi la situation la plus favorable à la grosse négo? Une des situations qui est assez intéressante, c'est succession et quand on arrive vers les 6 mois. Parce qu'en fait, Tu vois vraiment qu'à ces moments-là, les négos, elles passent mieux? en tout cas, elle a plus de chances qu'à un mois, oui. Oui, bah oui, ça, ouais. Voilà. En fait, c'est toujours un faisceau d'indices. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est bien déjà d'avoir le contexte. Si on cherche à aller chercher un prix bas, c'est bien d'avoir le contexte. C'est bien de savoir s'il y a eu des offres. Ouais, mais comment tu sais si l'agent il te pipote ou pas? Ah bah après, ça c'est toujours compliqué. Ouais. Mais Parce que souvent, t'as les mecs qui sont honnêtes et t'as aussi les gars qui disent ouais, mais vous c'est êtes hyper le compliqué. 10e. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu des offres? Non. Bah en fait, non, c'est pas une bonne réponse parce que ça fait 3 mois que c'est en vente, donc il n'y a pas eu d'offre. Donc hop, c'est un indice. Oui. Ok. Pourquoi elles n'ont pas tenu? C'est aussi un indice. Ouais. Ok, la condition suspensive a sauté. Très bien. Est-ce que vous pensez que si sur ce dossier on y va sans condition suspensive, c'est un élément qui peut être entendu par l'indivision? Tu vois, mais en fait, tu ne seras jamais perdant à avoir un maximum d'infos. Ah mais oui, Ouais. mais c'est ça, ouais, en tant qu'acheteur. Ouais. Mais comment tu sais que l'agent il te balade pas et quelle est la bonne question à poser? Moi je dis toujours directement le prix auquel ça part et en général tu Alors as moi, gagné. je fais un autre truc, c'est que je lui dis, vous qui êtes un professionnel de secteur, qu'est-ce que vous en pensez en termes de prix sur ce bien? Si vous deviez l'acheter, vous pensez que c'est quoi son bon prix? Parce qu'en fait, là, il doit s'engager lui, perso. Ouais. Ça, c'est un peu la question que j'aime bien, ouais. Ouais, c'est pas bête ça. Je pose cette question, vous, votre avis, c'est quoi en termes de prix sur cette maison? Et si il dit, ah non, là, on est à son prix, ok, donc pour vous, si demain j'achète cette maison à ce prix-là, vous êtes en mesure de me la revendre dans un mois, à ce prix-là, pas plus, mais à ce prix-là, dès demain. Et Ouais, là, puis des fois, tu vois si ça bégaye ou pas, quoi. Exactement. Ok. En fait, il n'y a pas de question magique, il y a surtout d'aller récolter un maximum d'informations ça fait un faisceau d'indices. Et plus tu as d'indices, plus mieux c'est.
Donc pour ça, il faut poser un maximum de questions. Et surtout, pour faire parler les gens, ce qui est bien, c'est les questions ouvertes. Du genre. Comme quel est votre avis ok. sur le prix de cette maison? Évitez les questions qui amènent une réponse Ah oui oui, ou non. oui, non. Quand je dis questions fermées, c'est ça. Ok. Vraiment, les questions, et surtout, une petite astuce que je vous donne, c'est qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont peur du silence. Et il parle tout le temps, ça. Donc en fait, si vous posez des questions ouvertes et que vous ne répondez pas, et que vous attendez, et que vous n'avez pas peur, il faut savoir maîtriser le silence, c'est que en fait, ils vont continuer. Et il y a d'autres infos qui vont sortir. D'accord. Ah, c'est vrai que j'ai tendance à pas trop parler, moi. Enfin, je sais pas, ça dépend. Et le silence Ça peut être dépend du mec. un très bon outil pour avoir un maximum d'informations. Donc tu visites et tu poses une question, puis tu dis plus rien, c'est ça? Ouais, ou- puis on attend, et puis on voit, et puis on laisse parler les gens. Ça marche bien. T'as des conseils à donner quand tu es investisseur, que tu te lances, que tu veux faire tes premières visites, je sais pas, les trucs à regarder ou les petits points d'intention, toi qui as dû faire des centaines, si ce n'est des milliers de visites. Est-ce qu'il y a deux, trois tips à voir? En fait, il faut déjà faut être vigilant sur les travaux catastrophiques. En fait, ce que j'appelle les travaux catastrophiques, c'est des travaux qui peuvent représenter 20 à 50% du prix de votre bien. Genre la toiture Ouais, classique, mais toiture, assainissement, Ouais. truc tout con. Mais quand vous achetez dans des zones où soyez très vigilant sur ça. À l'assainissement, faire hyper gaffe. Et d'être vigilant sur ces dépenses surtout quand moi je me suis beaucoup positionné sur des biens entre 30 et 60 000 euros sur des toutes petites maisons. Ouais, donc là, le moindre Donc en travaux, fait, la moindre chaudière, en fait, elle t'explose 6 mois de elle peut, renta. ouais, elle peut foutre le bordel. Donc il faut faire gaffe à ça. Il faut Ok. vraiment faut être vigilant sur ça. Sur la capacité de location, moi je trouve que. Alors j'ai jamais été confronté à des vacances locatives trop importantes. Ouais, il y a tellement de demandes partout de toute façon que si tu as un bien propre. Et puis j'ai un peu une espèce de sensation, c'est que j'ai l'impression que dans notre pays, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à se loger n'importe où pour 300 euros. Oui, oui, c'est sûr. Et ça, en c'est fait, sûr. mine de rien, Peu importe la réglementation, lui. cette phrase ne s'appuie sur rien, hein, qu'on soit bien d'accord, juste un ressenti. Mais en fait, quel que soit où tu es en France, je pense que quand tu as un loyer autour de 300 euros, tu auras toujours quelqu'un. Ouais, en tout cas, nous, dans l'Ouest, tu prends un trait à l'Ouest de Paris, ouais, je suis d'accord. Mm. Après, peut-être que dans la diagonale du vide, au fin fond de la Bourgogne où il n'y a rien, Peut-être. pas, et encore. Mais il y a une telle pénurie de logements, une demande, c'est fou. À Sablé, les mecs, ils se refilent mon numéro dans la rue pour venir, quoi. Et puis moi, je me souviens quand j'ai commencé à investir à Châteaubriand, j'avais des gens qui investissaient sur la Baule, là où je suis, et qui me disaient, ouais, quand même, t'as pas peur aux vacances locatives et tout. Et je leur faisais le calcul. Je disais, ok, très bien. Admettons, j'ai peur de la vacance locative. Je dis, est-ce que tu sais combien je dois louer de mois dans l'année pour avoir la même renta que toi à la Baule? Ça doit être 4 ou 5 mois, même pas. 2 mois. 2 mois. 2 mois ou 3 mois. Donc en fait, je peux me permettre, si mon comparatif et si la concurrence c'est la Baule, je peux me permettre d'avoir pendant 9 mois de l'année mon logement vide et j'aurai toujours la même renta. Alors par contre, oui, j'ai un bien qui va moins prendre de valeur, la dimension patrimoniale, ok. Mais en termes de risque à l'instant T sur la renta, c'est ça. Donc en fait, C'est vrai que vu comme ça va. vu comme ça, tu vois, on y va un peu plus détente. Donc voilà. Trop bien. Attends, j'avais noté 2-3 questions. Carrément, Bah, c'est Stéphanie, quoi. J'ai essayé de réfléchir. Technique de négo. Ah ouais, si, un truc. Toi qui es agent. On parle toujours du off-market, c'est un peu le truc, le Saint Graal. Ouais. Un gars qui. Enfin, moi, je suis toujours à fond agent immobilier, en fait. Ouais, c'est vrai que toi, tu fais partie des Je gens sais pas, qui- pour moi, agent immobilier, c'est le partenaire. Une fois que tu en as un bien, il te trouve plein de trucs. Ah ouais, si, Mais- je peux une petite parenthèse par rapport à ce qu'on s'est dit. Ne jamais négocier les honoraires quand vous êtes investisseur. Ne jamais être à l'initiative et de demander une baisse d'honoraires. Est-ce que tu te fais cramer, c'est ça? En fait, que votre agent immobilier dise là, ce dossier, je veux absolument qu'il passe, je vais faire un effort pour que ça passe et tout ça, ok, mais n'allez pas le titiller là-dessus parce que la prochaine grosse OP, s'il sait que vous l'emmerdez sur les honoraires, Ouais, il va pas penser à toi d'abord. il va vous envoyer vers quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez être sûr qu'il ne vous appelle pas quand il a une affaire incroyable, négociez ses honoraires. Ouais, c'est pas bête. Donc, en fait, et moi, tu vois, je prenais mon exemple de Châteaubriand. Je lui avais dit, je ne négocie pas les honoraires.
Enfin, pas de mon fait. Si toi, tu veux les baisser à un moment donné parce que tu estimes qu'il le faut, tu le feras. Avec plaisir. Mais c'est pas moi qui Ouais, sera à tu lui dis, il l'initiative. manque 1000 euros, Et- c'est lui qui décide. Et je suis même prêt pour que tu maintiennes tes honoraires, si tu veux, parce que c'est trop important, à ne pas faire l'affaire. Je suis OK avec ça. On est dans le même bateau. Donc en fait, il faut vraiment, quand je dis prendre soin de l'agent immobilier, c'est un partenaire. C'est vos yeux et vos oreilles sur votre secteur. Donc, quand vous avez la bonne personne, vous devez en prendre soin. Ah ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Je sais pas, nombre de gens qui veulent doubler l'agent immobilier. Oui, l'agent immobilier. Je pense que je peux contacter en direct les propriétaires pour économiser X milliers d'euros et tout. Et tu vois, c'est très drôle parce que je vendais une maison. La personne a retrouvé. En fait, il a demandé à l'agence des éléments. Sur un des documents, il y avait mon nom, mon prénom. Il a réussi à me retrouver sur les réseaux. Il m'a contacté pour passer en direct. Tu lui as dit. Je lui ai dit que c'est absolument pas dans mes valeurs ce qui est en train de se passer. Donc, on va partir du principe que je comprends pourquoi vous faites. C'est vrai que. Ah putain, mais si, ça me rappelle un truc, c'est que l'appart de Nantes, là, que Ouais. j'ai vendu 2 fois, bah, en fait, les premiers se sont rétractés avec l'agence Ils sont- et ils m'ont contacté en direct. Et j'ai dû lui répondre un truc du genre, bah, allez bien vous faire enculer. Je crois que je lui ai vraiment dit un truc comme ça, genre, mais allez bien, genre, vous avez vous chier sur son boulot et, Et tout, moi, allez j'ai- bien j'ai- vous faire foutre. Alors, moi, j'ai un peu cette tolérance de me dire, bon, peut-être qu'il ne connaissait pas un peu, et puis il n'a peut-être pas cette nuance, etc. Donc, allez, je lui ai dit, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est on va oublier cet appel. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est un partenaire, je peux compter sur lui, quoi qu'il arrive. Et quitte à ce que, et je lui dis, quitte à ce que vous me disiez qu'à cause des honoraires, le bien est trop cher, vous ne pouvez pas l'acheter, ce n'est pas un problème pour moi. Il y aura quelqu'un d'autre qui l'achètera. Et même si ce n'est pas le cas, Ouais. peu importe. L'argent. Ah, moi, ce genre de personne qui Ouais, ça, non, ça non, me et fait, puis- ça me fait vriller, et puis en fait, je préfère pas leur vendre, tu vois. Je Ouais, me non, pas envie. et puis moi, c'est pas j'ai pas envie d'avancer comme ça. J'ai pas, et j'ai raccroché, j'ai appelé l'agent, je dis vous le rappelez tout de suite. S'il veut faire une visite, il n'y a pas de problème, mais voilà, sachez, voilà ce qui s'est passé, et voilà. Et donc ça, ouais, surtout ne tentez jamais de doubler, ou si vous voulez. Non, mais Après, c'est ça vrai s'appelle que- la politique Ou t'as un agent qui t'a truandé, ou je sais pas, mais c'est quand même. Ouais, En après, général, on veut doubler l'agent juste pour économiser ses frais. oui, c'est parce tout, qu'en quoi. fait, qu'est-ce qui se passe en général, c'est qu'on trouve, c'est quoi l'expression, on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on veut doubler l'agent immobilier parce qu'en fait, on estime qu'on va trouver tous les défauts du monde pour être sûr de ne pas vous. C'est ça. Donc, Après, c'est vrai que parfois, ça fout les boules de dire Tain, il m'a fait faire une visite et il prend 30 Ouais. 000 euros de com. mais ça, c'est Ça la fout faute. les nerfs, mais. Ça, c'est de la faute des mandataires et des agents immobiliers qui n'expliquent pas leur travail. Ouais. Pour moi, le moment où on fait visiter un bien, ça représente 0,5% de mon travail. Oui, c'est tout ce qu'il y a En avant. fait, les gens pensent qu'on paye la visite alors qu'en fait, on paye le fait que cette personne soit un acteur majeur dans la ville, qui connaisse tout le monde, qui soit au courant des infos le premier et qui puisse rentrer des mandats en exclu. C'est ça qu'on paye. C'est pas le... Parce que, alors je vais te dire un truc que je devrais même pas dire, c'est qu'il y a beaucoup de revisites où j'assiste à la visite, mais dans le jardin. Je laisse les gens tranquilles, dans la maison. Ah oui, oui, tu laisses. Oui, bah ouais, moi j'aime bien aussi quand on me laisse. Pourquoi? Parce tranquille. qu'en fait, tu vois, on parlait de confiance. Ça veut dire aussi, ce bien, j'ai rien à cacher. Vous pouvez faire le tour sans moi. Je suis dans le jardin si vous avez besoin. Ouais. La moindre question, je Ouais, suis puis vous disponible. êtes peinard. Mais c'est bon, maintenant vous savez où est la cuisine Ouais, c'est ça. et même j'ai un peu tendance un peu à suivre les gens partout et leur dire que la cuisine c'est la cuisine alors qu'il y a des plaques de cuisson et un évier. Je pense qu'ils vont, tu vois, au bout d'un moment ils s'en rendent compte, tu vois. Et les toilettes. Ah ouais. Je supporte pas ça, tu vois. Genre, c'est un peu, moi, je fais vraiment ce parallèle avec C'est dans une boutique de vêtements où le Bah, t'as vendeur les vient agents 4 immobiliers, fois, c'est des porte-clés, quoi. Ouais. Enfin, où on vient de voir 4 fois et qu'on demande si tu as besoin de quelque chose, tu vois. Moi, j'aime bien laisser les gens tranquilles, d'être disponible pour eux et si nécessaire. Mais une maison, quand on la visite, on a besoin aussi de s'en imprégner, de ressentir un peu les choses. Peut-être des fois, quand on est en couple, de discuter, de se dire vraiment, tu vois, avec la personne avec qui on est, et puis de pas avoir l'agent immobilier forcément. En fait, moi, l'agent immobilier, je le prends pas du tout pour la visite du bien. Ouais. Zéro, enfin, j'ai pas besoin de lui s'en pour fout, savoir oui. où est le salon, les Ouais. plaques de cuisson, les toilettes et autres. Par contre, j'ai toujours plein de questions techniques à lui poser. Mais après, c'est spécifique. Genre, tu vois, mec, il t'envoie une opération de promotion, c'est le PLU, on peut monter. Comment sont les voisins? Est-ce qu'il va y avoir un recours? Si je mets une clause suspensive de division, Est-ce que est-ce ça que les passe? propriétaires, ça va passer tout? Mais que le mec, il me dise, bah là, c'est la cuisine, là, c'est le salon, et puis là où il y a des toilettes, c'est les toilettes. Mais c'est Ça ça. me sert à rien, en fait. C'est ça qu'on paye, en fait. Quand on paye une commission d'agence, on paye tous, en fait, on paye tout ce qu'on ne voit pas. Ouais, moi, en fait, par contre, ceux qui me rendent fou, c'est les mecs qui disent, ouais, là, super opération de division foncière, ou de marchand, ou de trucs. Et c'est non divisible. Ouais, en fait, tu leur poses des questions, les mecs, ils savent pas. Et alors, le PLU dit quoi?
Ah, je sais pas. En fait, je sais même pas ce que c'est un PLU, tiens, tu vois. Mais tu Ça veut vois, dire, ouais, putain. c'est tout bête, mais là, je viens de faire le terrain. Sur le dossier de présentation, il y a déjà le PLU qui est le lien du PLU. Ah, En c'est fait, bien, il mais faut être facilitant pour les gens. il faut pas te savoir tout par cœur, mais au moins avoir des notions Oui, bien ou sûr. avoir donné au moins l'impression d'avoir potassé un peu son projet, c'est quand même pas mal, quoi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ouais, il y en a, ils rendent fou. Bon, du coup, tes meilleurs conseils pour trouver du off-market avant tout le monde ou se positionner Trouver pour le. enfin, pour je suis trouver du investisseur. off-market ou pour que les agents nous envoient enfin, le fameux Alors- off-market. Une fois qu'il est en agence, il est plus vraiment off-market, mais comment on fait pour que l'agent, ce soit moi qui l'appelle d'abord avant tout le monde, tu vois? Alors déjà, je vais déconstruire un truc avec lequel je suis pas d'accord. Les bonnes affaires ne sont pas que off-market. Je suis d'accord. Il y a des bonnes affaires sur le Bon Coin. Elles sont pas forcément en l'état bonne affaire. Bah, le Je l'ai pas fait lotissement, exprès- là, dont je je l'ai pas te fait parlais à exprès, mais elles sont Misillac, pas bonnes affaires, ouais. effectivement. Le lotissement que je divise, enfin le terrain que je divise en 5, il vient du Bon Coin. Mais en fait, un mauvais mandat aujourd'hui peut être un très bon mandat, parce que peut-être que c'est pas écrit sur le Bon Coin, mais il y a un phénomène d'urgence, Mhm. que les gens sont prêts à baisser. Et comme on le disait tout à l'heure, ce qui compte à la fin, c'est qu'est-ce que j'achète à combien. Ouais. Donc, de croire que les investisseurs, les très bons investisseurs, n'ont que du off-market et c'est pour ça qu'ils trouvent des OP. Non, non. C'est qu'ils essayent de tout trouver, ils essayent tout et il n'y a pas de bonne réponse. Moi, j'ai trouvé du 13% de rentabilité locataire en place avec, je crois, 2000 € de négociation. C'est-à-dire que l'annonce en ligne, déjà, c'était 12%, Ah, c'était déjà bien, quoi. c'était 11%, quoi. Et ma Ouais. négo m'a amené à 12. Tu vois, donc, ça veut bien dire que ce qu'il faut, c'est être assidu, méthodique, et il ne faut pas se dire c'est le Bon Coin, c'est de la merde. Ça, on entend ça Ouais, en ce moment ça, sur Internet. je suis bien d'accord. Donc, première chose. Ensuite, deuxième chose, comment on a des biens au-delà de dire off-market, mais moi, ce que j'appelle du off-market, c'est bonjour Monsieur Durand, dans 3 jours, je mets en ligne un truc très très bien. Je pense que ça serait pas mal que vous veniez avant que je le mette en ligne. C'est ça pour moi du off-market. Ah, pour moi, c'est ça aussi, parce qu'il y a plein de mecs, ils te mettent sur des groupes Facebook où tu as 15 000 personnes, bien off-market. Non. Bah, en fait, c'est fini, c'est plus off-market. Non. C'est... Donc comment est-ce que je suis la personne que l'agent immobilier va appeler en premier? Ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, l'agent immobilier, c'est mon partenaire. C'est soit ça passe humainement, je l'aime bien et j'ai envie de bosser avec, ou autrement changer. Parce qu'en fait, si vous voulez cette relation avec votre agent immobilier, il faut que ça matche. Hein. Ah oui, c'est sûr, ouais. très bête, mais il faut que ça matche. Donc, on le rassure sur le fait qu'on ne va pas négocier ses honoraires. On le rassure sur sa réactivité. On le rassure sur je donne une réponse tout de suite, je réponds au téléphone. Ça, c'est important. Ouais, Ah ouais, ça rend Enfin, je sais pas le critère, ouais, c'est vraiment les critères les plus importants. Et au-delà de ça, là, c'est des choses un peu déjà bateau. Je le rassure aussi sur ma capacité aussi de financement. Et puis surtout, j'hésite pas à lui dire, OK, qu'est-ce que vous attendez de vos acheteurs? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que je dois faire pour que je sois le premier à être contacté quand vous avez une opportunité? Pour avoir les bonnes réponses, il faut poser les bonnes questions. Posez-lui la question, tout simplement. Et il y a des gens, suivant les profils, il y en a qui vont être sensibles à des choses. Alors surtout pas d'échange d'argent, bien entendu, hein, tout ça. Ah bon tout ça, on Petite oublie. table. Non, tout ça, on oublie. Mais T'as dû en voir des propositions un peu bizarres ou des... Même pas trop, non? non, parce que j'étais assez ferme, direct, et Ouais. puis de par mon poste, c'était les gens, c'était difficile. C'était pas toi, ouais. Non, non, non. Ok. Non, et puis c'est même pas. Et puis on me l'a sous-entendu, mais j'ai tout de suite fait. En fait, tu sais, ils ont essayé un petit, et puis j'ai tout de suite fermé. Ah non, ça, la prison, c'est pas mon truc. Et puis, tu vois. Ah bon? Ouais. T'es pas... Non. Et comme ça, au moins, je fermais tout de suite. Mais voilà, surtout, faut lui poser la question et lui demander ce qu'il attend de l'acheteur. C'est tout. Et pour toi, ça vaut le coup de... Je me mets à la place de l'investisseur qui veut trouver sa bonne affaire, là, qui est très énervé, d'aller faire la tournée des agences, rentrer en manière random dans les agences en disant voilà, je suis investisseur, je m'appelle Erwan ou Mathieu, je vais acheter tel ou tel truc, est-ce que vous aurez quelque chose? Non, parce que alors, une relation avec un agent, ça s'entretient. C'est-à-dire que si vous voulez, loin des yeux et loin du cœur, si vous voulez que il vous appelle quand il a une très belle opportunité dans une agence, ça arrive tous les 3 à 6 mois. Donc, il ne faut pas qu'il vous... faut toujours dire je suis là.
Ouais. Donc, si vous créez une relation avec 10 agences dans la même ville, compliqué de l'entretenir. Par contre, d'en avoir un avec qui vous avez une relation un petit peu plus, avec qui ça se passe bien, et de lui confier un peu l'exclusivité de la ville pour votre recherche, quitte à signer un mandat de recherche, hein, Oui, ok. voilà, pourquoi pas. Beaucoup plus facile d'entretenir la relation régulièrement. Un petit texto toutes les 2-3 semaines, bonjour, comment allez-vous, peu importe. Et puis après, c'est de la relation humaine. Hein, Oui, on va boire un café, on se bouffe Exactement. une bouffe, machin. Exactement. Et c'est beaucoup plus facile à entretenir quand on a un seul interlocuteur que quand on en a 10. Donc mon conseil, ça serait de ne pas faire la tournée des popotes, ça serait de faire plutôt d'en trouver un ou deux. Mais un, l'avantage, c'est qu'on lui dit... Il faut avoir un bon, quoi, parce que c'était un mauvais, bon. Ouais, moi j'ai eu j'ai eu la chance de tomber sur un très bon. Il a fait un truc et qu'il n'a pas le droit de faire normalement, mais que j'ai trouvé incroyable et la vie lui a rendu du coup. Un jour, il me dit, écoute, Erwan, j'ai trouvé un truc, c'est trop bien. J'ai tout fait pour leur rentrer, c'est impossible. Ils veulent pas. Mais il te l'a envoyé quand même. Ouais. Ça, c'est cool. Il m'a dit, appelle. Par contre, il me dit, tu vas ce soir et t'achètes. Et ça valait le coup? Ouais, ça valait le coup. C'était 2 maisons collées qui étaient déjà divisées. Et en fait, j'achète ça au mois de mai. Je crois que je suis titré au mois de mai ou juin. Et je me dis, oh, j'avais 1h30 de route à chaque fois. Je dis, faire l'aller-retour et tout, les artisans, ça va être la galère. Tu as revendu les 2 maisons séparément? Je lui ai dit, écoute, on revend séparément, tu te débrouilles, je ne veux pas en entendre parler. Évidemment, c'est toi, tu as l'exclu, tu te débrouilles. Voilà. Et en fait, il n'a rien pris. Il n'a rien pris sur l'aller. Mais en fait, la vie lui a rendu sur le retour, tu vois. Ouais. Il a pris, moi, j'ai fait une petite plus-value. Lui a pris ses honoraires. Magnifique, quoi. Nickel. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais, c'était... Mais typiquement, le genre de truc que t'es pas censé faire quand tu es en agence. Mais en même temps, c'était hyper intelligent parce que à la fois son agence et lui ont récupéré du chiffre d'affaires qu'ils n'auraient jamais fait s'ils ne me l'avaient pas envoyé. Donc en fait... Ouais, et puis quitte à ce que la bonne opération se fasse, autant qu'elle se fasse avec un bon client, quoi. Exactement. Même à rien ça toucher. Reste, en fait, c'est hyper malin parce qu'en fait, ça reste dans son giron, tu vois. Ouais, le jour où tu revends, il savait que tu lui appellerais pas. Ah bah non, mais... il le faisait même pas pour ça à la base. Ah, mais même pas. Ouais. Même pas. Mais et puis moi, alors là-dessus, autant d'habitude, tu peux dire allez, je laisse l'exclu ou même, de toute façon, je suis pas trop chiant là-dessus, mais en général, les gens se disent allez, au moins 3 mois. Et puis, mais là, après ce qu'il avait fait, c'était 1 an d'exclu, tu vois. Genre, jamais je lui aurais mis quelqu'un d'autre dans les pattes sur ce dossier-là. Ça aurait été indécent, tu vois. Tu m'étonnes. Donc, non, prendre soin. Et voilà, et de savoir comment ils veulent travailler. Tu poser les questions même sur les mandats exclus, combien de temps derrière. Aussi rassurer, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais de dire voilà, si demain vous me trouvez un bien et que je remets en vente, est-ce que vous voulez l'exclusivité? Si oui, combien de temps? Ça, en fait, le fait déjà de vous engager sur ce genre de choses, en fait, là, vous lui donnez du grain à moudre, quoi. Là, il a envie de dire ok, là, je vais lui trouver des trucs parce que j'ai tout à gagner. Donc, ouais, et puis ça va être un partenaire, il y aura d'autres affaires, il y aura d'autres trucs et tout. Exactement. Ok. Bah écoute, c'est top, je pense qu'on est à peu près à 1h30, il doit être 16h, bientôt 16h30, je crois que tu dois y aller dans pas trop longtemps. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et bah écoute, c'était trop cool, j'ai pas vu l'heure passer. Eh ben nickel, moi je t'ai beaucoup écouté parler, c'était très bien, j'ai rien dit pour une fois. Trop cool. Normalement je coupe tout le temps Jérôme, c'est vrai, il en a marre, ouais. Donc là c'est bien, ça change, trop cool. J'espère que toutes les infos que tu auras données sur les agents immobiliers, Néo et autres, ça pourra aider du monde. Ouais. Si le nid, vous êtes un peu spé investisseur ou pas trop, ça peut être de tout? En fait, ça va dépendre des personnes qui vont arriver. De fait, on commence un tout petit peu à se spécialiser. Mais j'aimerais bien à terme voir, tiens d'ailleurs on va en parler juste après, mais j'aimerais bien avoir à terme quelqu'un qui fait de l'investissement un petit peu quand même, au sein du nid, qui vraiment se spécialise et qui a une vraie connaissance. Et aussi j'aimerais bien, tu vois, j'imagine aussi d'avoir quelqu'un qui se spécialise dans le neuf. Avoir quelqu'un qui soit vraiment, pour vraiment avoir toutes les spécialités. Parce qu'en fait, ce qu'on propose, on peut très bien héberger quelqu'un qui va faire du neuf, on peut très bien héberger quelqu'un qui va faire de l'investissement, quelqu'un qui va faire que de l'opération de marchand et qui va se spécialiser. D'ailleurs, si vous êtes, il y a ce gros marché, si vous êtes agent immobilier et que vous voulez vous spécialiser sur cette typologie de produits, dans les faits cumulés, là, il y a un truc vraiment intéressant parce que... Ça, c'est clair, le nombre de marchands qui cherchent le bon agent immobilier qui peut les aider là-dessus. Ah ouais, s'il y a vraiment un agent immobilier qui veut venir avec nous
pour se former et être très, très, très efficace là-dessus. Et très bien gagner sa vie. Là, si ça vous chauffe. en termes d'efficacité, c'est-à-dire que vous prenez, vous vendez et en général, vous revendez en plusieurs lots. Donc en fait, on prend une com importante et après, on reprend pas mal de Ouais, petites coms. typiquement, l'agent immobilier qui apporte un immeuble, qui est redivisé en copro après, il vend une transaction et après, il en prend 10 autres, Exactement. 10 autres petites. Ouais, ça, c'est pas mal. Tu vois, là, l'exemple, tiens, prenons l'exemple de Sablé. L'agent immobilier, il te vend cet immeuble, il prend une com à 20 000, admettons. Après, Ouais, son futur investisseur, il leur découpe en 11. il leur découpe en 11 et il reprend coms. 11 com à 5 000 parce que c'est des tout petits trucs. Bon, ça l'occupe une petite année, quoi. Ah bah ça, c'est sûr. Mais bon, on en parlera dans un prochain podcast quand on est reparti pour... Ah ouais, ça y est, on est reparti. Bah, merci, Erwan. Bon, merci à vous tous. C'était Bonne journée. cool.